Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis avec Vincent Nguyen, qui est arbitre, enfin qui va se présenter aussi un petit peu, mais qui est arbitre à la CFJJB, mais aussi à l'IBJJF à l'international. Donc ça, c'est plutôt sympa. On en parlera aussi. Et en fait, j'ai eu plusieurs demandes pour qu'on nous explique un petit peu le règlement du JJB, parce que c'est vrai que des gens sont un petit peu perdus, où on voit le développement en France du JB, l'importance de la CFJB. Et c'est vrai que voilà, c'était pour apporter un petit peu ma contribution à tout ça, et puis essayer d'aider les gens à comprendre le règlement. Même moi, je suis un peu perdu, parce que j'ai beaucoup plus combattu dans d'autres fédérations que dans celle-là. Donc voilà, Vincent va nous aider aujourd'hui à comprendre les petites subtilités du règlement. Vous avez vu, en plus, il a un petit écran derrière lui, ça va être sympa. Et puis voilà. Merci à toi, Vincent, en tout cas, d'être avec moi ce matin, aujourd'hui. Et je vais te laisser un petit peu te présenter, parce que c'est vrai que tu as un parcours un petit peu atypique et tout le monde te connaît pas forcément en France, peut-être. Mais voilà, ils vont te connaître un peu mieux là maintenant. Raconte-nous un petit peu comment tu as connu le JJB à la base, dans quel club, etc. Puis bon, ton voyage forcément aux États-Unis chez les Mendes, avec qui tu as eu ta ceinture noire, et puis ton retour en France, et etc., etc. Je te laisse un petit peu parler. Super. Bah déjà, merci pour l'invitation. C'est vrai que le règlement du JB, c'est pas facile, c'est pas forcément accessible à tout le monde comme ça en quelques minutes. Donc, on va essayer de faire du mieux qu'on peut pour l'expliquer à tout le monde. Enfin, le règlement, on va dire, juste pour compléter ce Les que je disais, c'est que le règles, règlement, il reste quand même, c'est à peu près pareil que les autres règlements, mais il y a Mhm. peut-être quelques petites subtilités. Bien sûr. Et puis aussi, on va essayer d'aider les gens qui connaissent pas du tout le jiu-jitsu brésilien, ou qui commencent à comprendre ce sport. Voilà. Donc c'est 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 ça. c'est Bon, alors moi, l'objectif à du coup, viser. j'ai commencé le JB il y a à peu près 14 ans en région parisienne. J'ai commencé avec Hakim Etouaret, Ah ouais. qui est responsable de l'Urban Team. Et c'était à Fontenay-sous-Bois. J'ai commencé un peu comme tout le monde, en regardant du MMA, enfin en tout cas comme tout le monde à l'époque. Je regardais du MMA et j'ai été un peu attiré par le travail au sol des combattants, surtout au Pride à l'époque. Et donc j'ai poussé la porte d'un des clubs les plus proches de chez moi, qui était l'Urban Team à Fontenay, qui est devenu le Spirit aujourd'hui. D'accord. Voilà, et puis tout de suite, je me suis entraîné pas mal, 3-4 fois par semaine. Enfin, pour nous, c'était beaucoup déjà à l'époque, parce qu'il n'y avait pas plus d'entraînement que ça de toute manière. Donc, je Ouais, ouais. m'entraînais à tous les entraînements dès le début, à fond. Et donc, j'ai été piqué par la passion du JB. Et déjà, assez rapidement, pour faire le lien avec l'arbitrage, déjà assez rapidement, j'ai été attiré par ce côté-là, connaître les règles, bien me renseigner. J'avais déjà lu le règlement plusieurs fois en tant que ceinture blanche, quoi. Et déjà, quand j'étais, du coup, ceinture blanche, j'avais fait le championnat d'Europe et j'avais réussi à gagner quatre combats, arriver en finale. Et bon, j'étais pas mal pour une ceinture blanche, mais surtout, ce qui me démarquait beaucoup des autres, c'est que je connaissais super bien le règlement et donc Mhm. j'étais capable de jouer avec ces subtilités-là déjà assez tôt. Et ce qui, je pense, D'accord. m'a permis d'aller un peu plus vite que les autres sur plein de compétitions en fait. Non pas parce que j'étais plus souple ou plus fort ou plus, mais parce que j'ai essayé de d'exploiter un peu partout où je pouvais avoir un avantage. Donc c'est passé par le Mhm. règlement, c'est passé par des avantages techniques, mais voilà, je suis Ah, un c'est petit intéressant. gabarit, pas forcément ultra athlétique. Donc de base, je me suis dit, je vais essayer de trouver là où je peux dépasser les autres. D'accord, ouais. Ah, top, top. C'est cool. Ça, c'est un truc, ça, j'ai pas assez fait dans ma petite carrière, de lire les règlements, et c'est peut-être quelque chose que je peux regretter, peut-être. Et c'est vraiment quelque chose que je conseille à tout le monde, c'est de bien connaître le règlement, parce que, voilà, on peut tirer notre épingle du jeu. Et puis aussi, pareil, si, il y a un problème avec l'arbitrage ou autre, on sait s'il y a un vrai problème, ou s'il y en a pas et que c'est juste nous qui râlons pour rien, quoi. Bien sûr, il y a plein Voilà. d'avantages en fait. Moi, je le vois là. Donc, bon, pour revenir sur mon histoire, là, Ouais. je passe rapidement, mais j'en suis arrivé à arbitrer le championnat du monde il y a quelques semaines. Mhm. Et même au championnat du monde, je vois la différence, une différence énorme en fait entre l'athlète ceinture bleue qui connaît ultra bien les règles, qui combat tous les week-ends, et l'athlète ceinture bleue qui a exactement le même niveau technique,
exactement le même niveau de combat, etc. Mmh. Mais qui, lui, ne sait pas jouer avec les règles, ne sait pas jouer avec le comportement de l'arbitre, ne comprend pas cet environnement de compétition et qui, du coup, risque de perdre des combats alors que l'autre ne le perdra jamais à ce moment-là, en fait. Du Ouais, coup, ouais. notamment, je pense que c'est vraiment ultra important dans la vie d'un compétiteur de comprendre comment les règles peuvent l'aider. Ça veut pas dire tricher, ça veut pas dire gagner d'un Ah non, avantage, non, ça veut pas non. Ouais. dire essayer de faire des combats moches, juste gagner avec les règles. C'est pas ça que ça veut dire pour moi, connaître le règlement, connaître l'arbitrage, c'est Mmh. pas ça. Ça veut dire, je sais ce qui va me permettre de gagner et ce qui pourrait me faire perdre des positions avantageuses. Il y a plein de choses que les gens comprennent pas parce que tu sais, t'as un environnement, un cadre de tatami, quoi, Ouais, une ouais. aire de combat. Et en fait, il y a plein de conditions. Si tu sors de l'aire de combat, on va te remettre dans telle position. Si tu sors de, tu vois. Du coup, si tu connais pas ces subtilités-là, tu te retrouves en fait à perdre des fois des soumissions engagées et à revenir au milieu avec rien du tout, tu vois. Et donc c'est pour Mmh. ça que je pense que il y a plein de situations comme ça qui serviraient énormément à des compétiteurs et qui, bah, pour le coup, je le recommande à tout le monde. Et d'ailleurs, aux États-Unis, ça se fait de plus en plus maintenant. L'IBJJF, ils envoient des fois des responsables de l'arbitrage au sein même des clubs, au lieu de faire OK. des stages d'arbitrage, tu vois, juste avant les compètes. Bah, Mmh. Atos San Diego, par exemple, juste avant le mondial, ils ont fait venir un des responsables de l'arbitrage, Fabricio. Ils l'ont fait venir au club. Et tous les compétiteurs de Atos San Diego, ils étaient là pour écouter. Et du coup, le stage, il n'était pas juste OK, les amener au sol, c'est 2 points, mais il était aussi comment le compétiteur, il peut pas se servir, mais comment il peut comprendre les règles et ce qui va lui permettre de maximiser son potentiel le jour de la Ouais, bien sûr. compétition. Ouais, ouais. OK. Ouais, ouais, c'est intéressant. Et ouais, c'est ce que, bah, bon, moi, j'essaie de faire en sorte que mes élèves fassent peut-être pas les mêmes erreurs que moi. Du coup, ce que je dis souvent, c'est comme si vous allez jouer au foot et que vous savez pas qu'il faut marquer les buts, quoi. Et qu'en fait, vous arrivez avec un ballon sur un terrain et puis bon, bah, ça aura ni queue ni tête. Donc, c'est un peu la même chose et donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Euh, Exactement. tu peux nous raconter un petit peu aussi rapidement ton, parce que bon, on a la chance quand même de t'avoir ici, donc c'est un petit peu ton expérience aussi chez les Mendes rapidement, c'est en dehors de l'arbitrage. Voilà, t'es parti rapidement quand même aux États-Unis, enfin jeune, il me semble quand même. Et Et ben, je suis parti aux États-Unis, je devais avoir 22 ans. Je suis parti dans le cadre du travail, je travaillais pour Venom à l'époque. ah ouais, c'est Et je vrai. suis allé développer la filiale de Venom aux États-Unis pour développer le côté marketing commercial l'entreprise qui est française aux États-Unis. Et dans ce cadre-là, je me suis retrouvé à m'entraîner aux États-Unis en Floride. Et en fait, je connaissais déjà les Mendes parce que je les avais fait venir en stage. C'était Oui, à je me Duny, rappelle. je crois. Ouais, je Ouais, les avais fait venir en stage à l'époque. j'étais là-bas d'ailleurs. Je me J'étais là. rappelle. Ouais. C'était le seul qui avait pas de kimono. Et Ah, du coup, on m'avait dit que ça allait être une partie en kim, une partie sans kim, mais au final, bon bref, c'est parti, ça a été super rapide. Enfin, on a vu quelques techniques et c'est vrai que boum, c'était déjà fini quoi. Enfin c'est bon, passé bref, vite, ouais. Bah, si tu c'est te passé rappelles, vite. en fait, à l'époque, c'était déjà moi qui avait fait le contact avec eux, qui les avait fait Ouais. venir et tout à Duny. En fait, Mm, c'était moi. Donc, et ça, c'était, je crois, en 2010. J'étais tout juste ceinture bleue. mm. Ouais, ouais, Donc, j'avais d'accord. déjà ce truc-là avec les Mendes où j'aimais bien leur jiu-jitsu moderne. Bah, c'était bon, on va dire que c'était quand même vachement ouais, à la mode et puis à la mode parce que c'était aussi vraiment un jeu moderne, on va dire, où c'était la suite peut-être du JB, ou en tout cas ils ont rajouté, je pense, une pierre aux possibilités du JB, quoi. C'est clair. Donc j'avais déjà cette sensibilité-là envers leur jiu-jitsu. Et quand est venu le moment de décider où j'allais vivre ensuite aux États-Unis, j'ai choisi la Californie et j'ai choisi d'habiter à Newport Beach. Et comme Qui est à par côté de hasard, chez eux. c'est là où ils ont ouvert leur académie. Donc j'étais là au jour de l'ouverture de l'académie. C'était le 1er juillet 2012. C'était mon anniversaire. Et donc j'étais là le jour où ils ont ouvert, pas 2012, si 2012. C'était le jour où ils ont ouvert l'académie. Non, je dis des bêtises, c'était 2014, 1er juillet 2014. Bon, je sais plus, bref, on s'en Ouais, fiche. Et donc j'étais là le jour de l'ouverture de l'académie, il me semble que c'était le 1er juillet 2012. Et ensuite, j'ai déménagé là-bas, je me suis entraîné là-bas pendant 2 ans quotidiennement, en parallèle de mon travail. Donc j'étais pas d'accord. en mode compétiteur full-time, je m'entraînais 5-6 fois par semaine, ce qui pour les Français peut paraître beaucoup, mais pour les Américains c'est du loisir.
Ouais, Donc voilà, dans ce cadre-là, j'ai été bien intégré en fait dans le groupe parce que j'ai été un des premiers à m'imprégner du jiu-jitsu de Guilherme. Guilherme, il a vraiment eu ce truc avec moi où j'ai beaucoup apprécié son jiu-jitsu alors que tout le monde était derrière Raphaël. Parce que Raphaël, c'est le jiu-jitsu flashy, très tout le monde a envie de faire du jiu-jitsu comme Raphaël. Et ouais, moi, en fait, j'étais un peu comme le disciple de Guilherme où il m'a montré un peu tous ses secrets et j'étais un peu son petit clone, si tu veux, à mon d'accord. échelle, hein, évidemment. Ouais, 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 ouais. Donc voilà, j'ai construit cette relation avec eux, je me suis entraîné avec eux et j'ai fini par avoir la ceinture noire des frères Mendes quelques années plus tard. Ouais, c'est quand même incroyable. Enfin, à l'époque, en plus, ils te donnaient vraiment pas facilement la ceinture noire et qu'ils te les donnaient à toi. En plus, bon, étranger, français, enfin bon, c'est quand même sympa tout ça. Et juste une dernière chose avant de partir sur l'arbitrage. Euh, comment tu vois leur évolution, bah, toi qui les as vus au tout début et tu les vois aujourd'hui? Euh, est-ce que tu est-ce que tu as l'impression qu'ils continuent d'évoluer en tant que professeur ou est-ce que en fait c'est le même schéma, enfin de ce que tu ressens, de ce que tu vois de loin maintenant, est-ce que c'est le même schéma que quand toi tu y étais ou est-ce que tu vois qu'il y a une évolution vraiment dans leur façon d'être et d'enseigner et même de communiquer? Enfin bon là-dessus j'ai ma petite idée mais plus sur l'enseignement, ouais, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Pour moi, il y a une énorme différence. Tu le vois en fait qu'ils évoluent hein, d'année en Ouais, année. ouais. Et en fait, Guilherme, pour moi, il est en train de faire ce qu'il a toujours voulu faire. Et ça se voit, il s'épanouit et du coup, il s'ouvre et il arrive à mieux communiquer parce qu'en fait, il est en train de faire ce qu'il aime. Et finalement, la compétition, il était obligé de passer par là, mais c'était pas forcément quelque chose dans lequel il s'épanouissait réellement, la préparation, le combat, Ouais. etc. On sentait qu'il y prenait beaucoup moins de plaisir que Raphaël. Alors que là, le rôle de coach, c'est vraiment ce qui lui correspond. Hmm. Et ben, on le voit hein, avec les résultats de ses élèves, avec la façon dont il coach. Il essaye d'être toujours. En fait, pour moi, c'est un visionnaire. Hmm. Ils sont toujours en avance des autres. Et Ouais, c'est ouais, les c'est autres vrai. qui sont là à copier ce que eux ils font. Eux, ils copient jamais les autres et ils sont toujours en avance. Ils font les choses. Donc là, que ce soit avec leur site internet, que ce soit avec la formation de leurs athlètes, tout en fait est fait de manière enfin, c'est en avance par rapport aux autres, quoi. C'est un peu le Hmm. Apple du Ouais, ouais. jiu-jitsu, tu vois. D'accord. Ok. Bah top, top. Merci pour tout ça. Alors, on va commencer avec le règlement. Bon, t'as plus l'habitude que moi, du coup, je vais te laisser un petit peu présenter le règlement et puis de temps en temps, j'interviendrai si tu me permets pour bah, peut-être poser des questions ou autre. Ouais, On je va pense voir que comment c'est tu vas sympa donner de ça. faire un format interactif. Les gens, ils ont Voilà, l'habitude, ouais. ceux qui font les stages avec moi, que je parle pendant 3 heures. Bon, voilà, au bout d'un moment, on s'endort. Non, 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 mais t'inquiète, C'est on sympa va de animer pouvoir tout ça. interagir dessus. Pour moi, le règlement du JB, le plus important au début, c'est de comprendre pourquoi il a été mis en place, pourquoi il est tel qu'il est et pourquoi il évolue. Donc déjà, de base, la volonté de la fédération internationale, c'est de garder l'essence du jiu-jitsu brésilien. Et l'essence du jiu-jitsu brésilien, c'est le vale tudo, c'est le MMA, c'est la self-défense, c'est le combat. Donc c'est pour ça que certaines positions vont rapporter des points. Donc on commence le combat debout, celui qui fait tomber l'autre marque des points. Ensuite, une fois qu'on est au sol, il y en a un qui essaie de passer la garde de l'autre, il prend une position dominante. Une fois qu'il a une position dominante, il essaie de soumettre l'adversaire et il a gagné. Donc ça, c'est l'aspect self-défense. Et donc tout ce qui va un peu être contraire à cette essence-là, on va essayer de trouver des moyens de l'éliminer au fur et à mesure, ou en tout cas de le contrôler, de le tempérer et que ça ne devienne pas la totalité de notre sport. Donc D'accord. parce que on veut que quelqu'un qui fasse du jiu-jitsu brésilien, quand il s'entraîne pour la compétition, il garde cette capacité en fait à se défendre grâce au jiu-jitsu brésilien et que ça ne devienne pas juste un truc artistique, joli ou juste un sport vraiment juste de compétition où on marque des points. Mais derrière, le mec, il est ceinture noire depuis 10 ans, mais il y a une agression, il est incapable de se défendre ou de Ouais, défendre ouais, ouais. quelqu'un ou quoi que ce soit. Tu vois. Mais alors du coup là tu vois tu m'as donné l'exemple de debout, hop du mec qui ramène au sol. Mais du coup est-ce que ça reste quand même on va dire dans l'essence ou dans l'histoire du JB le fait de tirer pour la garde parce que c'est quelque chose qu'on voit énormément en IBJF, un peu moins dans les autres fédérations. Mais ce fait de tirer pour la garde, est-ce que du coup ça c'est accepté ou est-ce qu'ils vont essayer de lutter contre ça dans les années?
Alors, après, il faut bien distinguer plusieurs choses. Il faut distinguer, moi, après mon opinion personnelle, et Ouais, ouais. distinguer la vision de l'IBJF. Donc, le jiu-jitsu brésilien, c'est quand même un sport majoritairement de combat au sol, même si on commence Mhm. debout. Et donc, il y a toutes les phases de projection, de lutte qui sont enseignées dans le jiu-jitsu et qui ont une place très importante, à mon avis. Euh, Historiquement, le jiu-jitsu a aussi été utilisé dans des combats de Vale Tudo où le fait de mettre dans la garde, c'était un moyen de temporiser, de gagner du temps pour pouvoir gagner au fur et à mesure après, je sais pas, 1 heure de combat ou 1 heure et demie de combat. Ou, Ouais, ouais, tu vois, si ok. on regarde l'historique de Helio Gracie ou des gens qui ont combattu à cette époque-là, qui utilisaient le jiu-jitsu, leur but, c'était pas forcément de gagner le combat par soumission, mais c'était aussi d'utiliser le jiu-jitsu pour ralentir, pour contrôler quelqu'un de plus lourd qui allait leur mettre des coups. Donc la garde, elle a quand même cette importance dans le Ouais, ouais, jiu-jitsu d'accord, qui fait partie de l'essence du jiu-jitsu. Et la garde, d'accord. ça peut aussi être, je ramène dans la garde, mais pour pouvoir renverser rapidement. Parce que bah, peut-être, si je suis plus léger, je vais avoir plus de facilité à renverser quelqu'un qui est au sol plutôt que de lutter debout. Lutter debout, Mhm. c'est difficile, le poids de l'autre se fait beaucoup ressentir. Alors que si je te prends au sol avec moi, je tire pour la garde et que je te renverse, c'est plus simple, on est déjà plus proche du sol, j'ai moins de chances de me faire écraser, je peux utiliser mes jambes pour me défendre, tu vois. Ok, ça me va, ça me va. Après, voilà, chacun va avoir son opinion. Est-ce que la garde, c'est un bon moyen pour se défendre dans la rue ou en MMA, etc. Ouais, Ce bon, sont ça, chacun nous fait. c'est pas le sujet, ouais, ouais, c'est pas le sujet. Exactement. Du coup, typiquement, le jiu-jitsu brésilien, de base, c'est un art martial conçu pour pouvoir se défendre, pour que quelqu'un de plus léger également puisse se défendre contre quelqu'un de plus lourd. Ok, ça, c'est D'accord. l'essence de base. Ouais, ouais. Ensuite, pourquoi on a un règlement aussi? Parce qu'on pourrait dire, ok, bah, dans ce cas-là, on laisse tout faire et puis voilà, on voit ce qui se passe. Bah, le deuxième objectif des règles du jiu-jitsu, c'est d'assurer la sécurité des athlètes. C'est, je veux créer une compétition d'un art martial, le jiu-jitsu brésilien, et en même temps permettre au plus grand nombre de pouvoir le pratiquer sans qu'il y ait de réel danger, alors que c'est un sport où on se tord les bras, on se tord les genoux, on s'étrangle, Bah, etc. ouais. Donc, pour ça, il y a une grande, grande nécessité d'avoir un règlement, parce que sinon, tu arrives et tu fais n'importe quoi, etc. Et en fait, un truc que j'ai remarqué au fur et à mesure dans mon expérience d'arbitrage et d'être au plus près de gens qui ont fait évoluer le règlement, c'est on a tous notre opinion de ah mais ça devrait être un renversement ou ah on pourrait peut-être changer ça comme règle. En fait, ce sont des choses qui ont été créées il y a des dizaines d'années et qui en fait ont toujours un sens. Donc pourquoi cette règle est mise en place? Eh ben il y a toujours une explication logique de pourquoi cette règle est mise en place. Et je t'expliquerai tout à l'heure dans quel contexte on peut mettre ça en pratique. Tu verras que D'accord. finalement il y a quand même beaucoup de réflexion derrière les règles et que Ouais, faire ouais. des petits changements, ben, ça change l'essence même de notre sport. Et après il D'accord. ressemblera plus à la même chose. Ok, ça me va. Donc, une fois que ça s'est donné, il y a des actions qui permettent de marquer des points et il y a des positions qui permettent de rapporter des points. Donc, un combat de jiu-jitsu, ça commence debout. J'amène au sol, je marque 2 points. OK? Pour chaque action ou position qui rapporte des points, il faut que je stabilise pendant 3 secondes. OK? Donc, imaginons on est tous les deux debout. Je te fais tomber. Je suis au-dessus de toi pendant plus de 3 secondes. C'est bon, j'ai marqué 2 points. OK? Et si je me mets à quatre pattes, enfin, tu vois, Si si je tu me retourne, Ouais. Si tu te mets à 4 pattes, il va falloir que moi j'aille derrière toi. D'accord? Donc ça, c'est le haut de ton corps, ouais, ça c'est ouais, tes fesses. Je te fais tomber, tu te mets à 4 pattes, il faut que j'aille derrière toi pour te contrôler. Ok? Une fois que je t'ai contrôlé, je dois te contrôler 3 secondes. Voilà. Une fois que je t'ai donc contrôlé, ça, ouais, ça en JJB, ça par exemple, ça existe pas dans d'autres règlements, il me semble. Mais ça, c'est estimé comme un contrôle, vraiment on va dire la ceinture arrière. Donc je suis en position quadrupédie. J'ai un mec qui passe derrière. Si je reste là 3 secondes et que le mec il me tient ici, c'est considéré comme un contrôle. exactement. Parce qu'en Ok, fait, on considère qu'on donne 2 points pour une amenée au sol, parce que finalement, je suis au-dessus de toi. D'accord? Dans une d'accord. position de contrôle. Je suis au-dessus de toi. Donc si je te fais tomber sur les fesses, je suis au-dessus de toi. Si je te fais tomber sur les genoux et que je vais derrière toi, je suis quand même au-dessus de toi. Mais il faut que je sois Ouais, ouais, au-dessus. ok. Tu vois? Mhm. Donc, on récompense le fait de changer la dynamique du combat. Et ça, c'est D'accord. pareil au niveau des renversements. Imaginons, je suis en train de faire la garde. Donc là, je suis de ce côté en train de faire la garde. Ouais, Je me retrouve au-dessus de toi. Je marque 2 points. D'accord? Donc, deux actions différentes. Une action, c'est un renversement. Une action, c'est une amenée au sol. Ces deux actions-là rapportent 2 points. Les conditions, elles sont simples.
pour marquer une amenée au sol, il faut que tous les deux, on ait commencé debout. Il faut que l'action, elle ait commencé debout. Si mon action, elle commence debout, c'est une amenée au sol. Si mon action, elle n'est pas commencée debout, c'est pas une amenée au sol. Donc, ça peut être un renversement si j'ai commencé en dessous, depuis la garde. D'accord? Je commence depuis la garde, je te renverse. 2 points. Maintenant, la petite particularité que beaucoup de gens comprennent pas, si mon action commence à genoux, alors si je te fais tomber, je marque pas de points. Ok? Ah ouais, Donc, d'accord. et ouais, une amenée au sol, ça commence debout. Un renversement, ça commence depuis la garde. Si je commence pas depuis la garde, ça peut pas être un renversement. Si je commence pas debout, ça peut pas être une amenée au sol. Tu vois ce que je veux D'accord. dire? Et si jamais je suis debout, et tu vois, un peu comme ils font les lutteurs, ils se mettent un peu comme des chats, et un peu sur les genoux, Un puis là, peu ils plongent dans accroupi. les jambes. Ouais. Ouais, c'est Alors, accroupi, ça passe. accroupi, Non. ça passe. Par contre, si tu es Ok. à genoux, vraiment à genoux, c'est Les pas deux possible. genoux vraiment au sol, ok. D'accord. Impossible. Et donc ça, on en revient à l'explication qui m'a été donnée, c'est dans un combat, tu te mettrais pas à genoux face à ton adversaire. Non, bien sûr, bien sûr. Voilà, bah, c'est l'explication qui m'a été donnée du D'accord. truc, de la logique du Mhm. la self-défense. Ok. Bah, tu te mettrais pas à genoux face à ton adversaire parce que tu te prendrais un coup de genou ou voilà. Et donc, ce serait Mhm. pas logique dans un combat. Donc, on veut pas en fait récompenser une action qui ferait Qui a pas trop de sortir le sens, quoi. jiu-jitsu de cette essence. Ok, d'accord. Ça me va. Donc là, on a vu debout. Il y a d'autres particularités debout? Ou c'est quoi? En fait, il y a vraiment plein de particularités, mais je pense que D'accord. le but, c'est pas de rentrer Ouais, ouais, non, non, on va pas rentrer dans les dans détails, des mais détails peut-être trop du coup spécifiques. le fait de tirer pour la garde. Tu vois, par exemple, Ouais. moi, mes élèves, Alors, on n'a pas forcément l'habitude de travailler vraiment ça dans les clubs. alors, Donc, la avoir cette petite spécificité, on va dire, particularité. c'est que si je veux tirer la garde, il faut que j'ai une saisie sur l'adversaire ou que l'adversaire ait une saisie sur moi. D'accord? Je peux pas me mettre au sol comme ça face à l'adversaire, comme on peut voir Ok. à l'IBI ou dans d'autres formats de Ou à la compétition. DCC aussi, ils font ça. Ouais. Ouais, là, tu peux pas. Il faut saisir ton adversaire. Ça peut être une saisie au poignet, ça peut être une saisie au kimono quand c'est du kimono, au col, derrière la nuque. Il faut tenir ton adversaire, il faut qu'il y ait du contact. Ok. Voilà. Donc ça, c'est Et, la condition pour tirer la garde. et l'autre truc aussi, donc je pense que c'est une particularité de quand on veut tirer pour la garde. Parce qu'on le voit souvent, c'est justement, il y en a qui jouent avec ça, c'est ils attendent que l'autre commence à tirer pour la garde, pour rentrer dans les jambes et dire: «Bah non, bah en fait, c'est moi qui t'ai ramené au sol». Comment on évalue, comment on fait la différence entre celui qui a enfin, tu vois, comment on va rétribuer les points, s'il y a des points, ou comment on va vraiment voir, qui était à l'initiative? Enfin, c'est quoi votre repère par rapport à ça? Ok. Donc les deux personnes, elles sont debout. On va voir qui a initié l'action. D'accord? Si moi, je me jette dans tes jambes et là, tu décides de t'asseoir, Ouais, c'est bon. 2 points pour moi parce que c'est moi qui ai initié l'action. Ok? Si toi, tu commences ton action de tirer la garde et que moi, je me jette dans tes jambes, alors celui qui a tiré la garde, il a tiré la garde en premier parce qu'il avait initié cette action avant. Mmh. Ok? Donc ça, c'est un truc pour les arbitres. Il faut être ultra vigilant, il faut tout regarder. Il faut regarder le haut du corps, le bas du corps, tout en même temps pour voir en fait qui a initié son action, qui s'est mis au sol ou qui a amené au sol avant. Donc tu le vois par D'accord. exemple sur les tentatives de balayage où le mec il balaye alors que l'autre il a déjà commencé à tirer la garde. Ben là, c'est là où l'œil de l'arbitre il est ultra important et c'est pour Ouais, ça qu'en c'est pas fait on ne peut facile, pas hein. avoir d'arbitres qui sont pas expérimentés, qui sont pas ceinture noire ou enfin voilà, même si dans Ouais, certaines conditions on va avoir des arbitres qui sont pas ceinture noire, mais en tout cas on choisit des arbitres qui ont le maximum d'expérience dans le jiu-jitsu parce que en fait le jiu-jitsu c'est l'œil. C'est comme des fois je mmh. donne l'exemple à mes élèves que quand ils combattent contre moi, j'ai l'impression qu'ils vont au ralenti parce que j'ai vu tellement de fois tout ce qu'ils essayaient de faire que c'est comme s'ils étaient au ralenti. Bah là c'est pareil. La situation, je l'ai vue tellement de fois que j'arrive à voir des détails que si tu la vois pour la première fois de ta vie, tu les vois pas les détails, t'es pas capable d'analyser tout ce qui est en train de se passer partout. Donc l'expérience OK. de l'arbitre, elle est vraiment primordiale. Et c'est pour ça que bah, sur toutes les grosses compétitions, là au mondial, les mecs ils étaient tous 4e degré, 5e degré. Enfin voilà, il y avait très peu de gens qui faisaient du jiu-jitsu depuis moins de 15 ans. Et ceux qui en font depuis 15 ans, c'était vraiment déjà des gens qui en font à fond, ou c'est des Ouais, anciens ouais. compétiteurs, ou trucs comme ça, tu vois. Et une autre chose aussi que j'aimerais parler de la position debout, c'est, bah, imaginons je pars sur une clé de bras à la volée. Euh, je- donc moi, je pars sur la clé de bras à la volée, ça marche pas, mon adversaire reste dessus, il marque des points, il marque pas de points, comment ça se passe? Et on n'a pas parlé aussi des avantages, je sais pas si tu vas les intégrer au bout Ouais, d'un moi je moment. peux t'expliquer ça aussi, ouais. Donc, en fait, le fait de faire un juillet à la volée, c'est exactement ce que j'expliquais pour le tirage de garde. Si, avant que tu fasses ton juillet à la volée,
je te tape dans les jambes pour te faire tomber et là, tu sautes pour faire juger à la volée. Ah, ok. Bah, j'ai fait mon Ok. action de te taper dans les jambes pour te faire tomber. Du coup, D'accord. si jamais je me retrouve au-dessus de toi et qu'il n'y a plus le juji, je marque mes points. Ok? Maintenant, il y a un truc très particulier là dans les règles, c'est tant que je suis sous la menace d'une finalisation, je ne peux pas marquer de points. Donc imaginons, je te fais un takedown, mais tu me prends en guillotine. Ouais, ouais. Tant que je suis dans ta guillotine, je marque pas de points. Si tu m'as en guillotine, tu me tiens toujours en guillotine, et là tu te mets debout, et là tu me lâches, j'aurais pas marqué mes points d'amener au sol. Parce que Mm. maintenant on est redebout. Tu vois? Donc la finalisation est supérieure en fait aux tentatives de marquer des points. La finalisation, c'est le truc ultime, c'est le truc suprême dans le jiu-jitsu. Par contre, si moi je suis en train de te faire une finalisation et que je te fais tomber, évidemment, je vais marquer des points. Parce que c'est moi qui suis en train de te soumettre, c'est moi qui marque des points, ça va. Mais par contre, si Mm. moi je suis en train d'essayer de te soumettre, tu peux pas marquer des points sur moi. D'accord. Ok. J'essaie de visualiser. Ouais, ok, ça me va. Tu vois ce que je Ça veux me dire? va? Ouais, ouais. Imaginons je te prends en guillotine et je te balaye en même temps et je me retrouve au-dessus de toi avec la guillotine. Tu vois? Et donc là, il n'y a pas de point. Là, il y a des points pour moi. Ah, Donc, il y il a n'y a des pas points de quand raison même. que moi, je ne sois pas récompensé alors que c'est moi qui suis en train de te soumettre D'accord, ok. Ok. et qui marque des points. Par Ouais, ouais, contre, ouais, c'est toi, bon. tu peux pas être récompensé si moi, je suis en train de te soumettre, Ok. tu vois, les points, ils vont pas aller au-dessus de la soumission si D'accord. tu es l'adversaire, tu vois. Ça me va. Et et l'histoire des avantages, on peut Alors, avant de commencer à en parler des parler ou ouais. avantages, je finis Ouais. vite fait sur les points. Donc, j'ai dit, il y a Vas-y. des points pour des actions. Les actions, c'est amener au sol, renversement. L'autre action qui rapporte des points, c'est le passage de garde. Donc la garde, c'est quoi? La garde, c'est l'utilisation de une ou des deux jambes pour empêcher l'autre de passer. Ok? Donc je suis sur le dos ou sur les fesses, j'ai mes deux jambes plus ou moins devant toi, je suis en position de garde. Toi, tu es au-dessus, tu te débarrasses de mes jambes pour me contrôler, que ce soit en contrôle latéral, en nord-sud, en montée, en genou-poitrine. Tu marqueras tes points de passage de garde. Donc ça, c'est 3 points. Ok? D'accord. Pourquoi j'insiste sur le fait d'avoir l'action de passer la garde? Parce qu'en fait, c'est pas des points pour le contrôle latéral. Mhm. Imaginons, on est debout, je te fais tomber et j'arrive directement au contrôle Ouais. latéral. Je marque 2 points d'amener au sol, mais je marque pas de point de passage de garde puisque j'ai pas fait d'action pour passer ta garde. Ouais. C'est ça qui m'avait vachement surpris sur certaines compétitions où je sais plus, j'avais fait une compétition, je crois, bon bref, aux États-Unis avec les BJF et ouais, je me fais passer la garde ou enfin je sais plus ce qui se passe et du coup c'était exactement ça quoi. C'était je comprenais pas pourquoi j'avais ou pas pris de points ou poi come? Tá bom, daqui a pouco tô chegando. Tá bom? Eu tô trabalhando aqui. Tá bom? Pode fechar a porta, por favor. Bah, Vas-y Noah, va avec Nina s'il te plaît. Donne-lui un petit truc à manger qui fait pas mal aux dents parce qu'elle a mal aux dents là. Merci. la situation que Excusez-moi tu es en les train de amis. décrire, c'est typique, hein, une situation que les gens ils vont se tromper sur cette situation. Imaginons que justement le mec il te passe la garde, ok, il est en contrôle latéral sur toi, donc lui il a marqué 3 points. Et Mhm. toi tu le bascules Ah avec tes ouais, bras et tu te retrouves au-dessus de lui en contrôle latéral. Tu vois ouais. ce que je veux dire? Ouais, et Bah là, t'as pas fait l'effort de lui passer la garde, donc tu vas juste marquer le renversement. tu vas rien marquer du tout parce que Ah ton action d'accord. elle a pas commencé depuis la garde, Ok, d'accord? Donc ça peut pas être un renversement. Et le d'accord. contrôle latéral ne rapporte pas de points. C'est le passage de garde qui rapporte des points. Oh Donc putain, tu n'as ni attends, passé la le garde, mec il était en 100 kilos sur toi, tu l'as renversé, t'as rien marqué. exactement. Oh En fait, c'est putain. pas un renversement dans le Ouais, sens, ouais, je comprends la logique là, ouais. tu Ok. vois, je cherche une petite action là sur les amener au sol pour que tu comprennes. En même temps, si tu veux me poser des questions, vas-y, hein. Ouais, ouais. Bah peut-être, non, mais juste revenir sur ma petite expérience, c'était que je sais plus, ouais, le mec il avait pris directement la position montée. Enfin, il était dans ma garde et il a pris directement la position montée et il a marqué les points du passage plus la position montée. Et ça, c'est pareil, c'est un truc que j'avais pas l'habitude. Genre, je regarde le score et je fais, oh là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et enfin, je sais pas si j'ai bien compris, c'était ça, quoi. Il C'est avait marqué ça, 7 points. 7 c'est points parce ça, il avait passé donc ma garde, mais il avait pas pris le exactement. contrôle latéral. Moi, pour moi, en fait, ou en lutte à livrer, c'est très important. En fait, on parle pas de passage de garde, on va plutôt parler de contrôle, ouais, de contrôle en 100 C'est kilos, ça. 100 kilos latéral.
Et du C'est pour coup, ça que tu as bah, vu, si tu écoutes mmh, quand j'explique, je te parle de points d'action et pas de ouais, points de position. mmh, Parce mmh, que ce mmh. qui est récompensé, c'est ton action qui a réussi. Tu Ouais, vois? ouais, ouais, Et mmh. après, je vais faire le contraste avec les points de position. Et donc, la position montée, le contrôle en genou-poitrine, le contrôle du dos, ce sont des points de position. Je me retrouve dans D'accord, cette position, peu importe comment j'ai fait, je marque des points. Tu vois? OK, Alors que, en fait, le contrôle latéral n'en fait pas partie. Je me retrouve en d'accord, contrôle latéral, bah, c'est important de savoir comment j'ai fait pour m'y retrouver. OK, Tu vois? Donc là, je OK, te ça montre me une va. petite action. Tu me dis si tu vois bien là Ouais, ouais, de ouais, la... on voit bien, on voit bien. Donc tu vas voir les deux athlètes, ils commencent debout. Ok? Ils sont debout. Il y en a un qui amène au sol Oh là et il y en là, a un qui se retrouve au-dessus. Le blanc se retrouve au-dessus. On est ouais, ouais. d'accord? Mais c'est l'autre Et qui a là, commencé l'action. ouais, mais alors regarde bien. Là, si tu regardes cette action, allez, je te fais un petit quiz. Petit quiz règle Vas-y, IBJJ. c'est Dis-moi parti. qui a marqué quoi? Ah ouais, pour moi, c'est le blanc parce que c'est le blanc qui finalise l'amener au sol. Mais Ouais. après, j'en sais. C'est bon, c'est ça? En Non, IBGF c'est pas aussi? ça. Non, Ah, non, très bien. mais ça me paraît, enfin, c'est tout à fait ce que la plupart des gens pensent, si tu veux. Mais Ouais, regarde l'action. L'initiative de l'action, elle est de la part du bleu. Le ouais, bleu, il fait un Tai Otoshi depuis debout, une belle projection de judo, peu importe. ouais. Le blanc, il n'a rien commencé comme action depuis debout. D'accord? Il ne fait rien. Il subit. Tu le vois bien, il Mmh, subit. mmh, Il mmh. est au Ouais, sol. ouais, Une fois au sol, il n'utilise pas ses jambes, donc pas la garde, ouais, ouais. pour le renverser. Oh putain, il y a D'accord? 0 point là? Donc le blanc, lui, il va marquer 0 point parce que il n'a Et ni même fait une amenée au sol, et donc ni le bleu, fait il un va mettre un renversement. avantage. Et le bleu il va marquer un avantage parce que il a presque fait une amenée au sol. Il a stabilisé pendant une seconde, on va dire, son amenée au sol. OK. Tu vois? Oh putain, d'accord. En fait, et encore une fois, c'est là où ça peut paraître, tu vois, là, si je te dis ça comme ça sans explication, tu vas dire, oh, mais c'est débile, vos règles, etc., etc. Mais en Non, fait, mais non, mais non. si on modifie les règles, ça va entraîner tout plein de modifications Ouais, ouais. de la façon dont les gens Non, mais vont c'est commencer à combattre. Je te non, mais donne c'est un ça, exemple. en fait, je comprends enfin, là, maintenant, je commence à comprendre le raisonnement. Donc, je vais pas juger. Après, c'est vrai que, voilà. En fait, pour te dire, c'est comme si toute ta vie tu t'entraînes. Moi, on s'entraînait dans les règles, on va dire ADCC au club avec Flavio. Puis après, moi, au club, c'est plus ou moins les règles qu'on met en place sur le tapis. Et voilà, après, c'est juste qu'il y a comme cette situation-là, je trouve que c'est, même si, même si le bleu il commence, bah pour moi ça devrait être enfin c'est le blanc qui a bien joué et c'est le bleu qui a mal joué au final. Mais d'un autre côté, c'est le bon côté de cette situation-là. C'est quoi? C'est que, enfin, ouais, sans juger, c'est juste donne mon avis entre nous. Mais c'est que, en fait, le bleu, quand il lance son action, il devrait réussir à contrôler. Et en fait, l'autre, il arrive à profiter de cela. Donc, je trouve que c'est dommage il soit pas récompensé, en fait, même si Regarde, c'est pas lui qui a dans initié l'action. l'absolu, je suis à 100% d'accord avec toi. Dans Mhm. l'absolu, si imaginons, je prends pas en compte toutes les connaissances que j'ai du règlement, Ouais, etc. ouais. Je dis, ah bah ouais, le blanc, il mérite 2 points. C'est lui qui se retrouve au-dessus. Sauf qu'en fait, si tu fais ça, eh ben, le travail de la garde dans le jiu-jitsu, petit à petit, il va avoir moins d'importance. Il Ouais. va donner lieu, en fait, à des gens qui vont se laisser passer pour Ouais, faire bah, des trucs comme au judo, tu c'est ce vois, où qui tu se passe. bascules, les C'est ce qui se capotadas, les trucs passe. comme ça. Et en fait, bah, le problème de ça, c'est que le jiu-jitsu va perdre son identité et va plus ressembler à du jiu-jitsu. Donc, D'accord. petit à petit, si tu changes certaines règles ah ouais, ça me paraît logique de changer ça sur le Mhm. moment. Mais en fait, ça a plein d'implications différentes. Donc, comme je te disais, sur les amener au sol depuis la position à genoux qui rapporte pas de points, bah, il y a plein de situations où je le vois, je me dis, ah ouais, c'est vrai que dans l'absolu, bah, ce serait bien si ça méritait des points. Mais en fait, si tu Mhm. changes ça va changer Ouais. plein de choses. Les gens, ils vont se mettre à lutter à genoux. Il y aura plus de garde, Mhm. il y aura plus de mettre debout. Je vais lutter à genoux. Et Ouais. ça ressemble à quoi après si on fait du jiu-jitsu avec deux mecs Non, qui non, bien restent sûr. à genoux? Ça ressemble à rien. Ouais. Donc en C'est fait, ça qu'il faut bien comprendre, quoi. C'est que, en fait, et c'est vrai, c'est que le règlement va donner une nouvelle physionomie au combat, quoi. Et ça va c'est être ça, vraiment, vraiment, vraiment différent. c'est Et ça. puis je pense on va pas se plaindre de comment le jiu-jitsu est en train d'évoluer aujourd'hui. Je pense que c'est quand même
C'est quand même une bonne chose. Mais Donc, on peut avoir des critiques et ouais, ouais. l'avantage, c'est que les critiques, elles sont au fur et à mesure entendues, en fait. Si elles sont portées par les Mhm. voix importantes de la communauté du jiu-jitsu, les critiques, elles sont entendues. Il y a plein de choses qui sont modifiées au fur et à mesure. Et en fait, tu sais, il y a beaucoup de critiques sur l'IBJJF, mais finalement, l'IBJJF, ils essayent de rendre le jiu-jitsu le sport le plus populaire au monde. Donc, si tout le monde veut un changement, au fur et à Mhm. mesure, il apporte le changement. Tu vois, Non, non, récemment, bien les sûr. clés de talons, tout ça qui ont été autorisés pour les ceintures noires et les ceintures marron en nogi, bah, ça a Ouais, été ouais. des changements parce que ça a été porté par la communauté. Et l'IBJF, ils se disent, OK, bah, si tout le monde veut ça et que c'est logique et que ça assure la sécurité des athlètes en compétition et que ça préserve l'identité du jiu-jitsu, tu vois, en tant qu'art martial de cette défense, bah, OK, on peut peut-être le faire, tu Ouais. vois. Peut-être qu'on en parlera peut-être tout à l'heure de ça, des clés de cheville. Mais moi, tu vois, je trouve qu'au final, à la base, c'était pour. Ils avaient empêché le fait qu'on recouvre, je pense qu'on dit comme ça en français, Ouais. reaping the knee, enfin, recouvrir la jambe, contrôler avec nos jambes à l'intérieur des jambes du mec. Je sais pas comment tu l'expliques, toi, quand tu expliques ton Mais je vais arbitré. montrer après la, Ouais, la, la photo, ouais. comme Ouais. ça, c'est plus simple. Et en fait, je trouve qu'aujourd'hui, au final, c'est beaucoup plus dangereux. Toutes les soumissions, toutes les clés de cheville qui sont sorties de ça, enfin, qui se sont adaptées à ça. Tu vois, toutes les clés de cheville où le mec, il est complètement à plat ventre, ou même des fois, il y a le genou quand même qui est vachement tordu dans l'autre sens peut-être. Enfin, et je trouve que, ouais, au final, les clés de cheville que les mecs ont fini par développer, bah, je les trouve beaucoup plus redoutables ou beaucoup plus fortes que nos clés de cheville à l'époque ou qu'on voulait éviter parce qu'on pensait que ça pouvait blesser le genou. Enfin, c'est quoi un peu ton avis aussi là-dessus, tiens? Alors, moi, ce que je vois, c'est que parfois, quand la personne elle passe la jambe par-dessus comme ça du genou de l'autre, chez les Mm. débutants, chez les enfants, des fois ils ont des réactions incompréhensibles parce qu'ils savent pas trop ce qui se passe avec leur genou et bah, c'est vrai que leur genou il est quand même vachement coincé, d'accord? Ah ouais, c'est Et vrai. du coup, bah, quand c'est une personne qui comprend pas trop ce qui se passe, c'est quand même particulièrement dangereux. Donc, Mm. je pense que pour ça, donc tu le vois là dans certaines images, en fait, c'est la jambe qui est par-dessus, qui recouvre le genou par-dessus comme ça. Et notamment dans certaines situations où la personne elle est debout, bah, ça comporte quand même des risques sur le genou en rotation vers l'intérieur. Et du coup, Ah là, il va se faire disqualifier là? là, il va se faire disqualifier. Mais pourquoi le pied il est sur le bassin, non? C'est pas, Le pied, là, enfin, il est pas sur le bassin. Si tu regardes bien, en fait, il a dépassé le milieu du corps de l'adversaire. Là, il a dépassé le milieu du d'accord, corps. ouais, on voit pas bien. Et donc, Ok, ça fait partie des règles du truc, tu vois. Donc, d'accord, il y a plein de subtilités sur ce truc-là. Je te fais d'accord. un récap en rapide. Euh, Ouais, vas-y. En fait, quand tu es dans cette position-là, je sais pas si tu la vois bien, la position. Si, si, on voit mieux. On voit Donc, mieux. sorte de single leg X ou position pour faire des Mhm. clés de cheville et tout. Ouais. Le pied de l'athlète qui est en bleu, il est entre l'aisselle et la hanche. D'accord? Donc ça, on considère que le pied, il est un peu coincé, il est bloqué. Mhm. Ça, c'est la terminologie qu'on utilise. Le pied, il est bloqué. D'accord? Donc dans cette situation, la jambe de l'athlète qui est en blanc, elle peut pas dépasser le milieu du corps de l'athlète qui est en bleu. Ok? Pour éviter une torsion vers l'intérieur du genou. Tu prends un mouchoir et tu fais les choses. Donc dans ces cas-là, c'est pas une disqualification de l'athlète, c'est une pénalité. C'est ah, ok, on protège, on pénalise l'athlète qui a mis son pied par là et on le remet. Tu vas le voir en image. Regarde, ils sont en single leg X. L'athlète qui est en bleu, il va dépasser le pied. Hop, là, c'est pas une disqualification. C'est l'arbitre, il va interrompre le combat, remettre le pied, pénaliser, on va recommencer le combat. Ok? D'accord. En gros, tu le vois, hein, c'est la protection de la rotation du genou dans cette direction. Voilà, pour éviter que le genou de la tête qui est en bas il se retrouve dans cette direction. Et D'accord. moi, honnêtement, je le vois à l'académie, des ceintures blanches, des fois, ils se retrouvent dans cette position et ils se mettent à faire n'importe quoi, à continuer à Ouais, aller vers ouais, l'avant alors que le genou il est tourné vers l'intérieur, relativement dangereux. ouais. Après, Mhm. euh, tu vois, on peut toujours débattre de notre avis personnel. Est-ce que c'est plus Ah, dangereux fais à que chaque le fois, s'il te plaît. Kimura? Est-ce que c'est plus dangereux qu'autre chose? Ce sont des discussions, des avis totalement Ouais, 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 non, non, personnels bien qui sûr. sortent du coup de mon rôle du fait Ouais, ouais, d'appliquer ouais. le règlement, tu vois. Non, bien sûr. En tout cas, ça a une justification. Et après, est-ce que ça devrait être autorisé à partir de la violette au lieu de la noire? Est-ce que c'est, tu vois, Ouais, ouais. on Bon, peut après, tout c'est bon. discuter. Ouais. Maintenant, pareil, tu vois, il y a des gens ils vont te dire oui, les clés de talon en kimono, bah c'est plus dangereux parce que
tu peux pas Ah, sortir. ouais, c'est compliqué, non, en kimono. Ouais. Donc voilà, après, tout choix implique du coup des avantages et des inconvénients, et il faut faire Mhm. avec ces avantages et ces inconvénients. Donc en Ouais, ouais. gros, quand tu fais de la single leg X ou Ashigarami ou ce que tu veux, ton pied ne peut pas dépasser le milieu du corps de l'adversaire, et c'est pour empêcher la torsion vers l'intérieur du genou. Donc, D'accord. par contre, en 50-50, où c'est une rotation vers l'extérieur, ton genou il fait une rotation vers l'extérieur, il n'y a pas de problème. C'est la rotation Ok. interne qu'on essaye D'éviter. d'éviter. Voilà. Et là, dans l'image qui suit, le pied, il dépasse pas le milieu du corps, il dépasse complètement la limite du corps de l'adversaire. Il est complètement passé de l'autre côté. Donc là, il y a une torsion qui est encore plus grande sur le genou de l'adversaire. On va le voir là, regarde. Son pied, au lieu de dépasser le milieu, il va dépasser complètement la limite du corps de l'adversaire. Donc on voit que la tête qui est en blanc, là, son Ouais, genou, il y a une contrainte vers l'intérieur. Même si là, ils ne le font pas pour la vidéo, parce que ça sert à rien de se ouais, faire ouais, mal. ouais, ouais, Mais ouais. dans cette situation-là, il y a une grosse contrainte vers le genou vers l'intérieur. Okay. D'accord. Donc ça, c'est la règle sur le knee ripping, sur le recouvrement de la jambe. Après, il y a plein de subtilités. Et ça, pour connaître toutes ces subtilités-là, il faut faire un stage complet sur le règlement, etc. Ouais, 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 ok. Et en fait, la situation qu'on va voir maintenant, il va y avoir disqualification même s'il n'a pas recouvert complètement la limite du corps. Pourquoi? Parce qu'il y a une soumission qui est engagée. Quand il y a une soumission qui est engagée, on ne peut pas arrêter le combat, replacer les athlètes et les faire reprendre dans la soumission. Tu vois? Pourquoi? Je te donne l'exemple de ce qui s'était passé à la DCC entre Toquinho et David Avelan. Il y a quelques Ah, années, le carnage. Ouais. et ouais, Toquinho, il prend une clé de talon, ça roule, ça roule, ça roule, ça sort. L'arbitre, il les arrête, il les fait reprendre dans la clé de talon. Et là, bah, tu connais les clés de talon. Le problème, Ah c'est non, que mais là, tu mets une clé de talon verrouillée à l'arrêt sur une position je, bloquée. je connais les clés de talon et je connais Et tu Toquinho. connais Toquinho. Donc, t'imagines que c'est totalement différent, en fait, d'être dans une clé de talon qui est déjà en mouvement, en pleine rotation, où on est en train Ouais, de ouais. bouger, et d'être dans une clé de talon qui est figée, qui est bloquée, et où là, où il va pouvoir mettre toute sa force d'un coup, et moi, j'ai aucune force de rotation. Ouais, 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 ouais. Hyper dangereux en fait, c'est sûr Non, je vais me bah faire ouais, c'est arracher le dangereux. genou. Bah Du coup, ouais. nous, dans le jiu-jitsu brésilien, c'est impossible de reprendre un combat dans une situation de soumission qui est engagée. Impossible. Que ce soit une clé de bras, D'accord. un triangle, une clé de cheville. Tout ce que tu veux, c'est impossible. Parce qu'on considère que c'est trop dangereux. Parce que imagine, je D'accord. suis en clé de bras sur toi, ton bras il était comme ça. Ok? Ouais, On ouais. s'arrête et on reprend dans la situation. Et au début, tu étais bien verrouillé, tu vois, tu tenais Ouais, bien. Et ouais, là, ouais. on reprend le combat, et là, bam, je tire d'un coup. T'es Oh pas là là. prêt à soutenir le choc, bah là, ton bras, Ouais, il ouais, fait ouais. le tour à l'envers. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette petite subtilité aussi d'utilisation, d'utiliser les bords du tatami pour sortir d'une soumission aussi. Exactement. C'est pour ça que tu vois des gens s'en servir pour essayer de sortir. Maintenant, notre rôle, nous, d'arbitre, de responsable de l'arbitrage, ou tout ce que tu veux, c'est de distinguer en fait quelqu'un qui va utiliser volontairement le bord du tatami pour sortir de manière malicieuse, et contrairement à quelqu'un qui va juste sortir parce que bah il avait pas le choix, il était à côté, ça l'a poussé dehors, etc. Et donc Hmm. si je te prends un triangle par exemple, tu vois que t'es pas loin du bord et que tu fais exprès d'aller dehors, tu seras disqualifié, tu vois. Moi je Ouais, gagne mon combat, sinon c'est trop facile. Par contre, si je te prends un triangle et que par le mouvement naturel de défense, etc., tu te retrouves dehors, là c'est différent, on va pas te disqualifier, ce serait pas logique. hmm. D'accord, ça me va. Euh, du coup, je te Donc laisse continuer je peut-être. finis sur Ouais, parce qu'en fait c'est un peu entrecoupé, mais ouais, point d'action, amené au sol, renversement, passage de garde, ok. Point de position, genou poitrine, contrôle en position montée, contrôle du dos. Genou poitrine, ça rapporte 2 points. Contrôle en position montée, ça rapporte 4 points. Contrôle du dos, ça rapporte 4 points. ok. En gros. Et ça, ce sont des Donc, positions où tu te retrouves dans la position, tu marques les points. Tu n'as pas besoin d'avoir fait une action avant de passer la garde. d'accord. Et juste, on peut prendre un peu de temps sur les subtilités peut-être de la position montée. Est-ce que si je croise mes pieds en dessous et si je crochette les pieds, je sais pas, est-ce que si mes genoux sont pas au sol et qu'ils sont, tu sais, comme ils font souvent les enfants, ils se mettent sur leurs pieds au lieu de se mettre sur les genoux, est-ce que Bien je sûr. marque des points, Ouais. etc. Alors, c'est assez simple la position montée. Les règles, elles ressemblent un peu à la position du dos aussi. C'est simple. Je suis
sur ton torse, sur ton ventre, je marque mes points de position montée. Que mes genoux ils soient au sol ou pas. Imagine, je combats avec un mec qui fait 300 kilos. Je te garantis que mes genoux ils toucheront pas le sol. Ouais, ouais, ok. Peut-être même mes pieds ils toucheront pas le sol. Mais il est sur le Hmm. dos ou sur le côté et je suis sur lui, sur son torse avec mes deux jambes à cheval sur lui, je marque mes points de position montée. Ah, et du coup, si lui, il est, tu vois, si, alors attends, parce que je peux pas le faire, mais Ouais, si lui, il est dos, sur le côté comme ça, toi, il est sur côté, le dos, ouais, mais il est de côté comme ça. Donc, tu sais, ça fait comme la Z, montée, la Z S-mount, monte, ouais, là. La S ouais. monte, ouais. Bah, en fait, si tu veux, dans les règles, c'est sur le dos ou sur le côté. Là, il y a les Ok. points de montée, de genou poitrine, de passage de garde, d'amener au À partir sol. du moment, on va dire, où je l'ai enjambé, c'est ça? On peut dire Ouais. ça? Ouais. Regarde, je vais te montrer en image, c'est assez simple en même temps. Parce qu'en plus, ce truc-là, il est assez. C'est vraiment facile la position montée. Ça, position montée. Ok. Mhm. En même Mhm. temps, tu vas voir des images défilées de la position montée. La Ouais, position ouais, montée, parfait. c'est 4 points. Pourquoi c'est 4 points? Parce que dans un combat, bah, c'est une position extrêmement Très forte pour avantageuse, oui. frapper, pour soumettre, etc. Ok. Voilà, S-mount, il est sur le côté. 4 points pour la position montée. Là, il n'y a pas les genoux qui touchent le sol. 4 points pour la position montée. Il va Ok. croiser les pieds Ça, c'est simple. derrière. Toujours pareil. Ok. D'accord, ok. Il y a un bras qui est sous les jambes. Ah ouais, ça aussi. Tu Ça, je vois le pense qu'à bras? 4 points aussi. 4 Ouais, points 4 de points. position montée, mais à une condition, que le genou là, il soit pas au-dessus de l'épaule. Parce que si le genou il est au-dessus de l'épaule, il est plus vraiment sur le torse de l'adversaire, il est un D'accord. peu de travers comme ça. Et là, il y aura pas les 4 points, tu vois. Petite subtilité qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas, qui connaissent pas. Tu vois la position là qu'on voit à l'écran. Donc ça, Là, il c'est est ce qu'on comment? Il appelle est la montée arrière. Tu vois, il ok, est sur le ventre là. ok. Donc ça, c'est pas le dos, c'est pas la montée, c'est la montée arrière. Et c'est 4 points aussi. D'accord, Tu vois. d'accord. Donc, petite séquence un peu insolite, on va dire, qui arrive pas à tous les moments. Là, il marque 4 points de position montée. Ok. Il se met sur le dos, bon, et toujours ses 4 points. Pour l'instant, il a marqué 4. L'adversaire en bleu, là, il va se mettre, au fur et à mesure, il va se mettre sur le ventre. Quand il va se retrouver sur le ventre, la tête qui est en blanc, il va marquer ses 4 points de montée arrière. Donc, il aura Ah, déjà c'est marqué 4 vraiment, points, et là, on il va va en dire que marquer c'est 4 vrai. de plus. Donc c'est vraiment un, comment tu dis, un contrôle différent, enfin, ou C'est une ça. position. C'est ça. Ok, Et là, il va se mettre à 4 pattes, et il va mettre ses crochets à l'intérieur. 4 points de position montée. De position ah du ouais. contrôle du dos, pardon. Ça Du aussi, dos. il faut qu'on en parle du cumul des points aussi. Exactement. Bah là, il a enchaîné 3 positions différentes qui rapportent 4 points. Donc, il a marqué 12 points. 4 points, En 4 fait, points. en IBJF, on se prend pas la tête avec. Ah bah si, attends. Ah non, dans votre règlement, donc ça veut dire que si je suis donc j'ai passé la garde, Ouais. j'ai contrôlé en latéral. J'ai pris, donc j'ai mis 3 points. J'ai pris la position montée, j'ai mis 4 points. Je reviens en position latérale. Il n'y a pas de points parce que j'ai pas passé la garde. Alors, en fait, un des autres grands principes des règles du jiu-jitsu brésilien, c'est la recherche de la progression dans le combat. Donc, Hmm. pareil, hein, ça va avec le côté self-défense, si tu veux. Ouais, Euh, ouais. ça n'a aucun sens d'abandonner une position dominante pour reculer, entre guillemets. OK? Hmm. Donc, à part pour marquer des points. Donc, comme on veut éviter d'avoir des athlètes qui marquent des points et, tu vois, et cherchent pas à soumettre et remarquent des points, etc. Ben, en Hmm. fait, un athlète qui va aller en position montée, qui va la lâcher pour aller dans une position inférieure, on va pas le récompenser, on va pas lui redonner de points. Donc, si, imaginons, Ok. je te passe la garde, je marque 3 points. OK? Je vais en position montée, je marque 4 points. Je suis allé à la position ultime. D'accord. Ok. Les seules autres positions que je pourrais marquer qui me marqueraient encore 4 points, la montée arrière ou le dos. Mais les trucs qui font moins de points, comme le genou poitrine, bah, si je retourne là, je suis allé à une position inférieure. Donc j'abandonne ma position montée pour aller en genou poitrine. Je marque pas de point de genou poitrine. Parce que je suis D'accord. allé à l'ultime pour redescendre à l'étape d'en dessous. Donc on va pas récompenser quelqu'un qui redescend à l'étape d'en dessous. Et pour remarquer ces points-là du genou poitrine, il faudrait repasser par la garde. C'est ça? Voilà. Soit faudrait repasser par la garde, soit faut que ce soit l'adversaire qui m'ait enlevé de la montée. Parce que là, c'est indépendant de ma volonté. C'est pas moi qui cherche pas la progression. C'est l'autre qui Hmm. m'a enlevé. Donc, t'es en montée sur moi, t'as marqué tes 4 points. Moi, je te pousse le genou, et là, tu viens en genou poitrine. Tu marqueras tes points de genou poitrine, tes 2 points de genou Ah, poitrine. ok. Parce que toi, tu cherches D'accord. toujours à progresser. Tu vois?
Par contre, tu es en montée sur moi. Moi, je fais rien. Je suis comme ça. Et t'enlèves ta jambe et tu viens en genou poitrine, tu marques pas de Non, point. ok, ouais, ouais. Et du coup, bah, est-ce que ça fait la même chose pour le contrôle latéral ou pas? Enfin, c'est pas un contrôle au final, Bah, mais le contrôle latéral, c'est un contrôle, mais c'est un contrôle qui rapporte pas nécessairement des points. Donc, d'accord. le principe, un peu compliqué, hein, mais je suis dans ta garde, je te passe la garde, je vais en contrôle latéral. Je t'ai passé la garde, je marque 3 points. Ok. Si moi, volontairement, je reviens dans ta garde, si je repasse ta garde, je Ouais, ouais, remarquerai les ouais. points. D'accord, Le ok. principe, il est simple. Même si c'est moi qui ai abandonné la position, la différence par rapport à ce que je te donnais avant, c'est que je te donne la possibilité à toi de marquer des points. Quand je D'accord. suis en montée et que je reviens en contrôle latéral, je te donne pas la possibilité de marquer des points puisque tu peux pas marquer de points. Mm. Tu vois? Donc, je recule, mais toi, tu vas rien faire de plus. Donc, on te récompense pas. Par contre, si moi, je t'ai passé la garde et que je reviens dans ta garde, je te donne la possibilité de marquer des points aussi. Donc, les deux peuvent marquer des points. D'accord, ok. Tu vois? Même si Ah, je l'ai ok, fait d'accord. volontairement. Tu vois? Ok. Et tac, 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 tac. C'est pour ça que je te disais, quand tu m'en as parlé, je t'ai dit, en fait, les règles du jiu-jitsu, ça se discute, oui, c'est bien, mais ça se montre surtout. Et c'est pour Ouais, ça ouais, que ouais. je trouve ça super quand on a un tatami et qu'on discute des règles, Mm. en fait, et qu'on montre directement les Ouais, positions. bien sûr. Parce Non, que mais sinon, là pour c'est l'instant, on n'est vachement pas de la rentré non théorie. plus. Ouais, ouais. Après, là, on n'est pas rentré non plus dans des trucs très, très, très compliqués. Je pense que tout le monde est capable là de visualiser. Après, on a le petit écran derrière qui peut nous aider de temps en temps. Mais non, on est pas mal, on est pas mal. Bah après, il y a un autre truc que tu veux nous expliquer un petit peu sur le règlement ou... Alors, j'ai fait les points pour les actions, les points pour les positions. Tu m'as demandé de parler des avantages. C'est vrai que pour Ah ouais, l'instant, les je l'ai pas avantages. fait. Donc, Ouais, ouais. un avantage, c'est quoi? C'est pas un point. Donc, au tableau de score, il y a les points, les avantages et les pénalités. S'il y a égalité aux points, on va regarder qui a le plus d'avantages. Ok? Donc, les avantages sont importants quand même. Mais c'est Hmm. distinct des points. C'est pas la même chose. Un avantage, je vais en marquer quand? Je vais en marquer à chaque fois que j'aurais pu marquer des points. Donc, par exemple, je t'ai fait une amenée au sol. Elle était bien. Tout dans les conditions qui m'auraient fait marquer des points. Mais je ne l'ai pas stabilisé 3 secondes. Je t'ai Hmm. passé la garde, mais je ne l'ai pas stabilisé 3 secondes. Là, je vais D'accord. marquer systématiquement un avantage. Un avantage, ça se donne comme ça. Ok. Ok. Ça, c'est une des possibilités. Ou alors, je suis arrivé dans une position qui était très proche d'une position qui marque des points. Imaginons, je suis dans ton dos, avec le contrôle, ce que tu veux, et au lieu d'avoir deux crochets à l'intérieur des cuisses, j'ai un seul crochet. Bah là, si jamais j'arrive pas à mettre mon deuxième crochet, je marquerai un avantage. Ok. D'accord. D'ailleurs, vite fait, on n'a pas parlé ça du dos, là, du contrôle du dos. Ouais, Juste je te le montre différentes triangle fois. dans le dos, il marque des points ou pas? Je crois pas. Vu que tu as Alors, dit les crochets. de base, le contrôle du dos, c'est les talons à l'intérieur des cuisses. Je suis dans le dos de mon adversaire, peu importe ce que je fais avec mes bras, et mes talons sont à l'intérieur des cuisses de mon adversaire. Ok. Ça, c'est la base. Une fois qu'on a compris la base, un bras en dessous de la jambe, oui, si la jambe est en dessous de l'épaule, comme pour la montée, tu vois. Du coup, on Ok. est quand même bien dans le dos. Par contre, si il y a les deux bras en dessous, il n'y a pas les points. Ah, Si ok. les pieds sont croisés, il n'y a pas les points. Et s'il y a le contrôle du dos avec le triangle de corps, il n'y a pas les points. Ok. Donc ça, hein, c'est pareil, on peut débattre de pourquoi, etc. Je n'ai pas l'explication exacte de pourquoi il n'y a pas Ouais, les ouais. points dans cette position. Maintenant, par contre, j'arrive dans cette position et j'arrive pas à mettre mes crochets, je marquerai un avantage. Tu vois. Hmm. Donc Ça, c'est effectivement, dommage quand même. Mais même, c'est pas que l'IBGF, c'est, je pense, la plupart des règlements, on marque pas de points, en fait, là-dessus, alors que je trouve, bah, encore plus aujourd'hui, la plupart des gens, ils préfèrent aller chercher le dos avec ce type de contrôle au niveau, enfin, avec leurs jambes, plutôt que les deux crochets. Et c'est vrai que c'est un contrôle qui reste quand même efficace. Après, peut-être que, il y a aussi un truc de, c'est peut-être, euh, je peux peut-être fermer le triangle si je suis sur alors ça va dépendre de l'adversaire et ça va dépendre de moi-même. Mais des fois, là, je peux fermer le triangle, mais peut-être des fois aussi un peu de côté, je peux fermer le triangle et au final, je serai pas exactement dans le dos. alors Peut-être qu'il y a un, peut-être, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi des gens qui arrivent à mettre des crochets sur les autres sans être complètement dans le dos. Et en fait, ah j'ai ouais, c'est déjà vrai, vu, ouais, hein. ouais. Et Ah c'est ouais. pas pour autant que tu vas avoir 4 points du dos. Parce qu'en fait, être dans le dos, bah, c'est être dans le dos.
C'est pas juste avoir mis tes pieds à l'intérieur des cuisses. C'est être dans le dos de l'adversaire. C'est logique. Si je suis pas dans ton dos, je peux pas marquer les points du dos, même si j'ai mis mes pieds à l'intérieur des cuisses. D'accord, ok. Donc, pour le coup, je saurais pas te donner Ok. l'explication Ouais. du truc. Mais il n'y a pas les points pour le contrôle du dos quand tu as le triangle, quoi. Ok, Voilà. Donc, tu ok. auras un avantage. Donc, c'est pour ça que ça reste D'accord. dans ce qu'on était en train d'expliquer par rapport aux Ouais. avantages. Autre cas où tu vas avoir un avantage, et je vais le montrer, ce sera plus simple. C'est dans les cas où il y a une soumission qui est tentée. Donc, je vais te trouver le chapitre. Ça, là, les vidéos que tu nous montres, elles sont accessibles sur YouTube par tout le monde ou c'est que toi en tant qu'arbitre? Par tout le monde. Par tout le monde. Ah Donc ben là, je voilà. suis allé, regarde, je vais te montrer le processus. Je suis allé Peut-être sur le qu'on le site de mettra dans l'IPCF. les. Tu me l'enverras, je le mettrai Bien dans sûr, la dans le description lien, là, de la ouais. vidéo. Ah ouais. Donc, je vais sur le site IBJJF, je vais dans Rules, et là, je vais dans Books and Videos. Je clique sur Books and Videos. Là, tu as le livre de règlement, un tableau avec les choses illégales, et il y a la chaîne YouTube de l'IBJJF. Et là, tu cliques ici, et tu arrives sur toute une playlist avec les vidéos de l'IBJJF. Ces vidéos, c'est exactement ce qu'on utilise, nous, responsables de l'arbitrage, pour expliquer l'intégralité du règlement. Donc, si en gros, tu comprends toutes ces vidéos, tu comprends pratiquement l'intégralité du règlement. Ok, pratiquement. Parce qu'il y a toujours des subtilités, des choses à expliquer et tout. Il y en a combien des vidéos à peu près? Il y en a 18. Ah bah c'est pas beaucoup. Ok. Non, ça va. Mais Je m'attendais à ça un va truc vite. de. Il y a plein d'actions, il y a plein de choses qui Ouais, se passent. ouais. Tu vois. Ok. Et faut savoir que la plupart des vidéos, je les ai traduites en français. Donc, il y a possibilité de mettre des sous-titrages. Ok, C'est pas traduit super. avec ma voix, mais j'ai fait des sous-titrages. Ça m'a pris beaucoup de temps pour l'utiliser. Ah, c'est long. Hein. C'est long ça. Donc, on a accès à ça en français. Ok. Ce qu'on a accès aussi sur le site de la CFJB, c'est tout le règlement traduit en français. Donc, j'ai traduit l'intégralité du règlement, j'ai tout fait la mise en page, tout est pareil, mais en français. Du coup, ceux qui comprennent pas du tout l'anglais, qui veulent lire le règlement, peuvent le lire de A à Z en français. Ok. Les fidèles à la lettre près, je me porte garant. T'as dû bien galérer ça. Ouais, j'y ai passé pas mal d'heures là-dessus, donc voilà. Ouais. Je me porte garant, vous avez l'accès à tout le truc en français. Ok. Donc, autre exemple d'un avantage. Un avantage, il va être donné quand il y a une tentative de soumission qui présente un réel risque de finaliser l'adversaire. D'accord. Okay. Donc, si je te fais un étranglement, il faut que on soit capable de déterminer qu'il y avait un risque réel de soumettre l'adversaire. D'accord. Donc là, je te montre un exemple facile sur une clé de bras. Est-ce que pour toi, là, il y avait risque réel de soumettre l'adversaire? Non, parce que il lui a à peine tendu le bras qu'il a déjà fait, il a enclenché sa sortie. Ok. Bon. Regarde, si j'arrête là l'image. Ouais, bah si, là, quand même, il y a quand même un. Si, ouais, le bras, il est tendu quand même. Ouais. Exactement. Donc, on peut pas être trop strict sur ce genre de choses. Il faut évaluer sur certains critères. Donc, je fais un juji. Si j'arrive à faire tendre le bras, il y a un risque réel de soumettre l'adversaire. Si par contre le bras est resté plié, il n'y a pas de risque de soumettre l'adversaire. Okay. Donc là, il lui a fait tendre le bras sur le juji, l'autre est sorti. Il y avait un risque de soumettre. Tu vois? Donc, il y a un avantage. Exactement. Maintenant, exemple à l'inverse, tu vas voir le gros contraste. No, se pode fechar a porta, por favor? E ajuda ela pra lavar a mão. Je sais pas si tu as vu. Non, excuse-moi, remets. Regarde, le bras, il reste plié. Voilà, il n'y a pas là. Si. Donc là, il y a pas d'avantage. D'accord. Donc, il y avait une tentative de clé de bras, il y avait une tentative de soumission, mais elle n'a pas présenté de risque réel de soumettre l'adversaire. Tu vois? Du coup, s'il n'y a pas de risque réel, il n'y a pas d'avantage. S'il y a un risque réel, il y a un avantage. Ok. Ok? Ok, ça me va. Un truc, je sais pas si tu as d'autres questions spécifiques. Non. Un truc hyper important, on en a parlé très rapidement tout à l'heure, c'est toutes les situations de sortie de tapis. Et c'est là où je vois beaucoup d'erreurs de gens qui connaissent pas bien les règles. Calme-toi. J'arrive. Voilà. C'est la guerre dès le matin. Ouais, tu m'étonnes. Et donc, je te disais, c'est là où je pense que ça a une réelle importance pour les compétiteurs de bien connaître les règles, de regarder les vidéos ou de se renseigner, etc. Les conditions,
de qu'est-ce qui va se passer quand on sort du tapis, dans quelle position, tu vois. Et ça, c'est important parce que, Ah ouais. tu vois, une de mes plus grosses critiques de la DCC, par exemple, c'est que je peux pas vraiment savoir s'ils vont me faire recommencer debout, s'ils vont me faire recommencer dans la même position, à quel moment ils vont m'arrêter, parce que des fois on te laisse combattre sur le tapis à côté, des fois on te laisse combattre sur la moquette, Ouais, des c'est fois on te vrai, laisse ouais. combattre sur la table. Du coup, on va m'arrêter quand on est sur la table, alors que bah franchement, en fait, tu vois, c'est pas juste, Ouais. tu vois. Donc en fait, un truc très important dans un règlement, c'est de définir à chaque fois, de manière très très précise et détaillée, qu'est-ce qui se passe quand on sort et dans quelles conditions on va recommencer. Et ça, Ok. c'est vraiment ce qui fait pour moi un des gros avantages du règlement IBJJF, c'est que les règles de quand on sort, il se passe ça, elles sont très précises et on les applique de manière À la en fait lettre. neutre et objective à chaque fois, tu vois. Mhm. Donc ça, c'est un truc qu'il faut absolument maîtriser et comprendre. Quand je suis en train d'essayer de te faire tomber, on sort, il se passe ça. Quand je suis en train d'essayer de te soumettre, on sort, il se passe ça. Tu vois. Et du Mhm. coup, comme ça, je sais moi, quand je suis en train d'essayer de te faire tomber, quand est-ce que c'est dans mon avantage de laisser le combat sortir, quand est-ce que c'est dans mon avantage de ramener le combat à l'intérieur de l'aire de combat, etc., etc. Tu vois. Et ça, bon, ça me met du temps à expliquer, à comprendre. Ok, Mais ouais. c'est, je pense, un truc qui apporte un réel plus quand tu es compétiteur et qui va changer. Parce que marquer 2 points dans un combat, ça peut faire la différence entre être champion et Ah, être vice-champion. ah bah ouais, ouais, bien sûr. Mhm. Bah d'ailleurs, tous ceux qui regardent ou qui regardent la vidéo, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous les mettez dans les commentaires. Et puis si peut-être vous souhaitez que je refasse un petit podcast avec Vincent où on va parler peut-être que d'un seul sujet ou autre, n'hésitez pas aussi. Ou peut-être on pourrait le Euh, faire en kimono, je suis en kimono avec un partenaire, et si on a des questions particulières, on peut les montrer. ouais, Un ouais, petit truc que j'aimerais aussi que tu puisses mettre en description, en fait j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où d'accord. j'explique de manière très brève, rapide, les règles avec des images. Donc j'ai pris Ah, des parfait, ouais. images de compétition, je montre c'est quoi une amenée au sol, c'est quoi un renversement, etc., etc. Avec moi en voice-over, tu vois, j'explique avec mon Mhm. micro. Et c'est assez rapide, ludique, et les gens peuvent comprendre globalement les règles en, je passe 5 minutes, je crois. D'accord. Et juste, tu nous as parlé tout à l'heure des pénalités, mais du coup, alors je sais pas s'il y a beaucoup de cas où on prend une pénalité. S'il y en a pas beaucoup, si on peut vite fait aborder ça. Et au final, à quel moment elle joue un rôle dans la décision du combat? Alors, le score, il est simple. Je marque des points, je marque des avantages, et je me prends des pénalités. Ouais, S'il y a égalité au score de points, on regarde les avantages. Celui qui a le plus d'avantages, il gagne. S'il y a égalité aux points et aux avantages, on va regarder qui a le plus de pénalités. Celui qui en a le plus, il perd. Ok. mmh, Les OK. pénalités, je peux en prendre 3. Si j'en prends une quatrième dans le combat, je suis disqualifié. Ok. Les pénalités, ça peut être des choses toutes simples, comme je mets ma main sur ton visage, comme ça, j'ai pas le droit, je me prends une pénalité. D'accord. Je tire la garde sans saisir, je me prends une pénalité. Je sais pas, je peux trouver plein d'autres exemples. Je mets Ouais, ma ouais. main à l'intérieur du pantalon, du bout du pantalon ou de la manche. J'ai pas le droit de mettre les doigts dedans. Je dois gripper à l'extérieur. Je me prends une D'accord. pénalité. OK. Voilà, il y a pas mal de cas de figure. Inactivité aussi, je vois souvent ça, inactivité, donc ils mettent ça aux 2 souvent. Exactement. Imagine, en fait, le manque le manque de combativité, il va être pénalisé parce que bah, si tu viens faire un combat en compétition, c'est pas pour rester là et rien faire. Tu vois, des fois, Ouais, je ouais. l'explique à des athlètes qui me disent, ah, mais je comprends pas pourquoi vous m'avez donné une pénalité. Je dis, bah, en fait, si tu regardes bien le combat, en fait, tu faisais rien. Mmh. Et bah, le but de venir en compétition, c'est pas de rien faire. Sinon, reste chez toi, fais-le dans ton canapé, dans ton club où personne regarde et personne va s'ennuyer quand on va regarder le Ouais, combat. ouais. Mais là, si c'est pour rien faire, c'est pas la peine. Donc, si je suis dans ta garde fermée, que je te bloque avec mes coudes, j'enfonce la tête dans ton ventre et je bloque, Mmh. je vais me faire Mmh. pénaliser pour manque de combativité. Donc, la première pénalité que tu vas avoir, tu vas recevoir une pénalité sur le score et elle va être écrite sur le score avec une pénalité. La deuxième pénalité que tu vas prendre, tu vas avoir une pénalité, ton adversaire il va recevoir un avantage. La Ah troisième ouais, pénalité que tu vas recevoir une pénalité et 2 points pour ton adversaire. Et d'accord. la quatrième pénalité, tu seras disqualifié du combat. D'accord. OK. OK, OK et quel est l'intérêt alors
Ouais, je sais pas si ma question elle est intelligente, je sais pas. Enfin, ça a un intérêt. Est-ce qu'il y a un jeu sur lequel les combattants ils peuvent jouer? Euh, Si tous les deux, si genre je suis inactif, donc il y a une pénalité pour l'un, une pénalité pour l'autre. Ça continue un peu d'être inactif, une pénalité pour l'un, avantage pour l'autre, une pénalité pour l'un, un avantage pour l'autre. Et au final, est-ce qu'il y a un jeu qui se fait des fois entre certains combattants à peut-être arriver jusqu'à cette troisième pénalité où ils peuvent gagner 2 points. Enfin, tu vois, est-ce qu'il y a un truc, est-ce qu'il y a des petites subtilités comme ça qui se font par rapport aux pénalités En ou fait, pas? c'est assez dangereux parce que je me suis déjà retrouvé dans cette situation où moi j'avais 3 pénalités et l'autre avait 2 points et lui il avait 3 pénalités et moi j'avais 2 points. Sauf que Hmm. si je me prends une autre pénalité, je perds le combat. Tu vois? Donc en fait, je suis tout le temps en train de marcher sur des œufs. Parce qu'une Hmm. pénalité, tu peux la prendre assez rapidement pour un truc. Donc ce combat-là, en plus, combat super important, j'étais en demi-finale des Europes, je suis en train de passer la garde du gars, je suis en une position où en fait, il faut que je bloque pour passer. Tu vois, Ouais, il y a des ouais. positions de passage où il faut que tu bloques. Il faut que tu mettes Hmm. la pression, faut que tu le contrôles, etc. Faut Et que en tu te fait, fatigues un peu ou autre. ben, j'ai eu peur de me faire pénaliser une nouvelle fois parce que j'ai eu peur de me faire disqualifier, donc de perdre le combat à cause de ça. Ce qui a fait que D'accord. finalement, en fait, je lui ai laissé un peu d'espace parce que je me suis dit, si je me fais pénaliser, je vais perdre le combat par disqualification, je vais être dégoûté, tu vois, je vais plus, enfin, je vais m'en vouloir, tu vois. Et D'accord, ben, ouais. avec le recul, c'est ce qui m'a coûté ce passage en fait, parce que j'étais bien placé, j'aurais sûrement pu passer, etc. On sait jamais, hein. Mais Ouais, avec le ouais, ouais. recul, c'est ce que j'estime, tu vois. Et D'accord, ouais. bah finalement, le fait d'avoir joué et d'avoir 3 pénalités, bah, ça a joué contre moi et avec le recul, j'aurais pas fait ça, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et aussi, après, on arrive à la fin du temps réglementaire du podcast. Ah ouais, on n'a pas parlé des temps aussi de combat. Rapidement, vite fait, ceinture blanche. Ouais, alors, il y a plusieurs catégories d'âge. Donc, catégorie Ah d'âge ouais, oulala, on va même pas qu'on s'en appelle sortir là-dessus. adulte. Adulte, Ouais, c'est l'endroit en fait où tout le monde peut aller. À partir de l'année de tes 18 18. ans, tout le monde peut combattre en adulte. D'accord? Donc, si j'ai 55 ans, je peux aller en adulte. Et après, à partir de l'année de tes 30 ans, tu peux commencer à combattre en Master 1. Puis l'année de tes 36, Master 2, etc., etc. Donc en adulte, combat ceinture blanche, c'est 5 minutes. Combat ceinture bleue, c'est 6 minutes. Combat ceinture violette, c'est 7. Marron, c'est 8. 8, Et ouais. noir, c'est 10. OK? Après, arrive en master, bah, les temps de combat descendent. Master 1, toutes les ceintures de couleur, je crois que c'est 5 minutes. Ceinture noire, c'est 6. Et après, Mm. Master 2, tout le monde, c'est 5. Deux têtes, hein. Ah, c'est pas mal ça. Ça me va bien ces temps-là. Ouais, c'est quand même beaucoup plus sympa de combattre sur 6-5 minutes que 10 minutes. Hein. 10 minutes, Ouais. Pff, c'est long, 10 minutes. Hein. c'est très long. Tout peut arriver en 10 minutes. C'est clair, c'est clair. Donc les temps de combat, c'est ça. Après, on n'a pas trop parlé de ce qui fait être disqualifié. On en a parlé vite fait. Ouais. Et c'est des choses importantes, tu vois, de connaître ce que tu as le droit de faire, ce que tu n'as pas le droit de faire. Que Ah, mais attends, le avant droit même de de monter sur le spammer tapis quelqu'un, déjà. par exemple. Tu vois. Même déjà, avant même de monter sur le tapis, je vois des fois des gens qui se font disqualifier. Déjà pour la tenue, souvent. C'est ça. En fait, après, il y a plein de gens qui comprennent pas. Je vais donner l'exemple des tenues en nogi. Les Ouais. tenues en nogi, on a souvent des critiques. Les gens disent ouais, c'est vos règles, elles sont très contraignantes, pour pas dire d'autres mots plus Ouais. vulgaires. Et on se fait vachement critiquer là-dessus. Mais en fait, l'idée c'est quoi? C'est je dois montrer au public, aux arbitres, à la table, quelle ceinture je suis. Donc Mhm. si je suis ceinture bleue, mais que mon rash guard et mon short il est tout noir, quel moyen on peut avoir visuellement de montrer que c'est des ceintures bleues? Ouais, même pour le public, quoi. C'est Même pour ça. le public, savoir qui est quoi, c'est quand même plus sympa. C'est ça, tu regardes une compétition où il y a 10 heures de combat, et si tout le monde met des tenues bariolées, jaunes, machin, en fait, tu sais Ouais. pas où sont les ceintures noires, tu sais pas où sont les ceintures Mhm. bleues, où sont les ceintures violettes, etc., etc. Donc, en fait, il faut fournir un cadre, et même ce cadre, parfois, il paraît être contraignant, mais en fait, il permet d'avoir une harmonie visuelle, ce qui fait Ouais. qu'on a une compréhension du sport, et un sport qui est aussi beaucoup plus accessible aux gens en dehors de la discipline. Tu invites quelqu'un à Mhm. venir regarder une compétition de nogi, du coup de la CFJB ou de l'EBJF, tu vas pouvoir lui Ouais. expliquer, ok, bah là on a des débutants, là on a des gens super expérimentés, etc. Et malheureusement, dans d'autres compétitions où on n'a pas ce genre de prérequis d'uniforme, etc., bah, tu arrives dans la salle, tu es incapable de dire
qui est quoi, Ouais, qui ouais, ouais. est avancé, qui est intermédiaire, qui est débutant, etc. Donc, il y a des avantages à ce côté un peu contraignant de la tenue. Et après, Mmh. pareil sur le kimono, si tu veux, les kimonos autorisés, blanc, bleu, noir. Après, il y a des gens, ils veulent venir avec des kimonos jaunes, rouges, camouflage. Après, où est la limite, si tu veux? Ouais. Voilà. Donc, quand tu veux rendre un sport populaire et accessible, il faut quand même qu'il y ait certaines règles. Et bah, Mmh. la fédération, elle est là pour donner ce cadre pour les athlètes. Et il y a souvent des explications. Et par exemple, là, ce qui a été mis en place depuis quelques années, sur les combats de ceinture noire, sur les grosses compètes, à partir des quarts de finale ou des demi-finales, les deux athlètes peuvent pas avoir la même couleur de kimono. Donc, il y a un D'accord. athlète qui est en blanc, l'autre il est en bleu. Comme ça, visuellement, bah, c'est beaucoup plus facile de comprendre ce qui se passe, où est la jambe de l'un, où est la jambe de Ouais, l'autre. ouais, ouais, Tu c'est sais, des plus fois, sympa. moi, quand j'arbitre, les deux mecs, ils ont un kimono noir. Il me faut quelques secondes pour comprendre. Ah, tiens, ça, c'est la jambe de lui, et ça, c'est la jambe de lui, tu vois. Ouais, Parce ouais. que bah, dans le jiu-jitsu, tu as des positions où on est entremêlés comme ça. Mmh. C'est difficile de distinguer. Donc, toutes ces petites règles, elles sont faites pour essayer d'améliorer le sport petit à petit. OK. Bah, écoute, c'est cool, hein, on est déjà à 1h10. Bah, comme on avait dit, de toute façon, on n'allait pas pouvoir faire un vrai stage d'arbitrage. L'idée, c'était vraiment de survoler, mais quand même, on est rentré dans des détails et dans des situations, je pense, qui nous concernent tous et qui nous est déjà forcément arrivé en compétition ou à l'entraînement. En tout cas, c'était vraiment, Juste un vraiment truc, intéressant. je veux pas te couper, Dis-moi. mais Non, non, avec la dis-moi. CFJB, on fait un gros travail pour permettre au plus grand nombre d'accéder à ces connaissances. Donc, assez régulièrement, on organise des formations sur le règlement. On Ok. en organise parfois avant les compétitions en présentiel et parfois sur Zoom où j'explique tout le règlement. Et à la fin, on passe un petit examen pour voir un peu si on a suivi, etc. Et à la fin, on a un petit diplôme qui peut servir dans le cadre de passage de formation comme le CFEB, Ouais, d'ailleurs, moi, faut que je le passage passe, ce truc-là, là. d'être professeur, J'ai voilà, pas en passé, fonction de brésilien, et aussi qui te prépare pour ceux qui passent les formations de l'IBJF, qui veulent avoir le certificat de ceinture noire, des degrés, etc. Et ben en fait, le format de présentation que je propose à la CFJB ou qu'on propose avec les responsables de l'arbitrage en France, c'est à peu près à l'identique de ce que tu retrouves à l'IBJF, mais en presque 10 fois moins cher. Nous, on fait un petit truc à 10 euros. Quand c'est payant, c'est 10 d'accord. euros. Voilà, et tu as une formation de 3 heures avec le soutien de deux arbitres, un qui est en soutien à l'écrit à l'ordinateur et un qui te fait toute la présentation. Donc c'est quand même du travail. Ah, bah, bien sûr. Et on propose ça assez régulièrement avec la CFJB. Et D'accord. voilà, c'est pour un coût assez dérisoire. Et on fait Non, mais ça après, régulièrement. c'est un investissement dans la discipline et je pense que, bon, c'est pas de l'argent jeté en l'air, quoi. Puis c'est Exactement. important. Bah, moi, par exemple, il y a bah, 12-13 ans, quand j'ai essayé de me renseigner sur l'arbitrage, j'étais livré à moi-même. J'étais obligé d'aller lire le règlement en anglais, lire le Ouais, règlement ouais. en portugais, comprendre les subtilités. Il y a personne qui a pu me l'expliquer. Et en fait, il y a plein de choses qu'on peut pas comprendre tant qu'on ne nous les a pas expliquées de vive voix, parce que Mmh. l'écrit, bah, c'est quelque chose, mais l'explication, elle a pas de, enfin, tu peux pas faire mieux que ça. C'est comme Ouais, ouais, ouais. apprendre le jiu-jitsu sur YouTube complètement, ce serait ben, peut-être impossible. Alors que quand tu as ton professeur qui va t'expliquer les subtilités de ce que tu as vu sur YouTube, bah là, tu Mmh. optimises les vidéos que tu as vues sur YouTube. Bah là, c'est exactement pareil. Donc voilà, avec la CFJB, on propose ça. Faut savoir qu'en France, on a un des meilleurs niveaux d'arbitrage en Europe, à mon avis, parce que bah, on a une fréquence de compétition assez importante et que du coup, on axe à fond la formation des arbitres pour essayer de d'avoir bah, le meilleur arbitrage possible parce que sans un arbitrage correct, les compétitions elles peuvent pas avoir une bonne qualité. Non, bien sûr. Et comment ils jugent ça, le les big boss de l'IBJF? Comment ils jugent un petit peu les arbitres? C'est quoi? C'est eux-mêmes, ils regardent les combats et puis ils voient si l'arbitre il réagit bien? Ou est-ce que vous êtes noté? Est-ce qu'il y a, comment ça fonctionne en interne? Alors, donc, je pense que tu savais pas, mais je suis aussi maintenant responsable des arbitres à l'IBJF, mais au niveau européen. Donc, c'est-à-dire que je suis la Si première personne qui n'est pas brésilienne qui Ouais, accède ouais, à ce genre de poste à l'IBJF. d'accord. Et donc, ça depuis cette année. Donc, j'ai déjà été responsable de plusieurs Open cette année.
Et en fait, donc cette personne qui est responsable, donc là en l'occurrence moi par exemple, va noter les arbitres, donc va les accompagner tout au long de la journée, leur dire toi tu vas arbitrer tel tatami, tel combat, etc. Faire des feedbacks tout au long de la journée, les aider à progresser, etc. Mmh. Et à la fin de la journée, on va donner une note sur plusieurs aspects de l'arbitre qui va permettre de remonter directement au bureau de l'IBJF et qui va avoir une base de données de tous les arbitres, puisqu'il y en a beaucoup, et de savoir quel arbitre se débrouille bien, celui qui se débrouille pas bien, etc., etc. Et D'accord, petit à petit faire monter les arbitres qui se débrouillent bien de manière constante. C'est comme ça que moi j'ai gravi les échelons euh, d'accord. au fur et à mesure, sans connaître personne, en commençant comme ça. J'avais des bonnes notes et c'est comme ça que j'ai été amené à arbitrer le Spider en Corée, que j'ai arbitré le championnat du monde, le championnat d'Europe, parce que mes notes étaient bonnes sur tous les différents aspects qui étaient notés. D'accord. Comme quoi c'est possible. Comme quoi c'est possible Et, et je vais te de... dire même au-delà de ça, c'est même plus que possible, c'est-à-dire que malgré toutes les critiques qu'on entend sur les BJF, oui, ils sont pro-brésiliens, ils essayent de... En fait, si tu veux, moi j'ai envie de te dire c'est l'inverse. L'IBJF, c'est pas qu'ils sont pas pro-brésiliens ou pro autre chose, mais ils aimeraient vraiment avoir plus de gens compétents qui ne sont pas brésiliens. Parce que ça leur donnera ce statut beaucoup plus neutre et objectif aux yeux de tout le monde. Il y Mmh. a très peu de sports où l'arbitre de tous les arbitres des finales, ils vont être de la même nationalité Bah que oui. l'athlète, tu vois. Donc Mmh. c'est pas pensable. Tu vas pas aller voir en finale de Coupe du monde du football France-Brésil et l'arbitre il est français ou brésilien. Tu vois, c'est pas Ouais, ouais, ouais. logique, tu vois. Mmh. Donc eux, pour eux, plus ils vont avoir des arbitres de différentes nationalités, plus ils vont pouvoir montrer cette image de neutralité aux yeux de tout le monde. Donc, on va dire que au-delà de ça, je pense que moi, dans ma progression, ça m'a aidé d'être français. Tu vois, ça me Ouais, paraît ouais. bizarre pour d'autres qui vont dire oui, si t'es brésilien, mais en fait non. Si t'es brésilien, Non, mais honnêtement, c'est... c'est plus Mais non, dur mais... de monter que si t'es français ou anglais ou américain, etc. Mais il faut être sérieux par contre. Bah ouais. Non, mais bon, je suis à 100% d'accord avec toi. Enfin, bon, je vais me jeter un peu des fleurs, mais tu vois, tout ce que je fais avec BJ Fanatics aussi, c'est pareil. Je suis français. Bon, j'habitais en France, maintenant j'habite au Brésil, donc je suis pas du tout dans leur zone à Boston. Enfin, il y a plein de choses comme ça, et on a créé un site ensemble. Enfin, ils ont créé plutôt un site pour moi. Là, on va lancer un nouveau projet qui ils espèrent que ça marche bien, et c'est moi qui suis responsable de ce projet-là. Enfin voilà, et mon anglais, je pense pas que c'est comme le tien. Je suis pas, j'ai un anglais bon, voilà, j'arrive à communiquer avec les gens. Portugais, bon bah ça va, je suis un peu mieux en portugais, mais voilà, en fait c'est tout ça pour dire quoi, que justement c'est ça la beauté de ce milieu-là, et c'est ça que j'aime dans ce milieu-là, c'est que si tu bosses bien, que tu as un bon relationnel avec les gens, et que tu montres que tu as la dalle, quoi, bah franchement, on te donne ta chance, quoi. On te donne ta chance, et il y a vraiment possibilité de monter les échelons, comme on dit, ou voilà, et puis d'être au contact de gens quand même qui sont champions du monde, ou voilà, enfin c'est quand même des gens exceptionnels, on peut dire. C'est peut-être 1% de la population ou quelque chose comme ça, mais c'est quand même plutôt agréable d'être entouré de gens qui ont du succès, ou dans le sport, ou dans le business, peu importe. Donc c'est vraiment, vraiment bien, et voilà, ouais, faut encourager Pour les rebondir sur Français ce que à tu dis, tu se vois, montrer un peu. justement, les Français, en fait, des fois, on se donne des limitations nous-mêmes, mais en vrai, on a une chance en étant français, c'est que notre marché du YouTube brésilien, il est pas oversaturé, tu vois. Genre Ouais, aux États-Unis, des gens qui font du YouTube brésilien, des profs qui font du YouTube brésilien, qui font des vidéos sur YouTube, qui montent des c'est business, saturé des grave. trucs, c'est saturé à mort. Alors qu'en France, ça l'est pas du tout. Donc Non, on non. a des opportunités, on a plein de choses qui sont possibles de faire, comme ce que Mm, tu fais avec Fan de combat. Bah voilà, c'est peut-être plus difficile de faire ça aux États-Unis comme ça, de se lancer de zéro et de monter un truc sur les instructionnels comme eux ils ont fait, parce mm. que Ouais, faut peut-être davantage de moyens, de la pub énorme. Alors que nous, on a une communauté qui est assez petite encore ouais, et ouais. où on se communique tous entre nous. Alors que t'as pas ça aux États-Unis, t'as pas ce truc Mm. où tout le monde se connaît ou machin. Tu vois, en France, on a un marché de niche encore et il y a Ouais, plein de ouais. choses à développer dans ce marché. Non, c'est sûr, c'est sûr. En tout cas, je vous invite
à vous lancer un petit peu là-dedans et puis arrêter de réfléchir. En tout cas, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas, mettez-les dans les commentaires. On se fera un plaisir d'y répondre. Moi, j'essaierai de mettre un maximum de choses dans la description de ce petit podcast, de cette petite vidéo. En tout cas, c'était très très sympa et peut-être pourquoi pas refaire un autre podcast sur un autre sujet, plutôt justement peut-être comment ça s'est passé pour toi aux États-Unis, etc. Enfin, il y a plein de choses qui m'intéressent ou peut-être un petit peu nos expériences, elles peuvent enfin, ça peut être un peu pareil. Je pense que ça peut être sympa de parler, on verra. C'est clair. Mais en tout cas, voilà. J'espère que ça vous a plu, en tout cas, cette vidéo. J'espère que, bah, voilà, vous avez un peu plus compris le règlement, mais n'hésitez pas à aller plus loin. Faites pas les mêmes erreurs que moi ou que d'autres. Allez lire le règlement, intéressez-vous, c'est vraiment important. Et puis, voilà, allez sur le site internet. Si vous avez des questions, encore une fois, mettez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, etc. Vous connaissez déjà la musique. Vincent, il donne cours, il en a pas parlé, il donne cours à Lyon. C'est le Ouais, c'est ça, One One Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu, ouais. C'est dans One le Jiu-Jitsu. 9e à Lyon, ouais. 9e à Lyon. Il y a cours quoi? C'est quoi? C'est comme un peu chez nous, matin, midi, soir, ou c'est que le soir, ou c'est C'est quoi? ça, matin, midi, soir, pratiquement tous les jours, voilà, comme un Ouais, c'est peu un vrai style club à de l'américaine, JB, on va quoi. dire. Ouais, ouais, l'américain. Ok, donc n'hésitez pas, si vous êtes dans la région, allez là-bas. Et puis voilà, pour ma part, c'était très, 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 très sympa. Et puis Vincent, tu veux rajouter un petit truc où on est bon? Non, bah, s'il y a des gens qui sont intéressés par que ce soit mon parcours, que ce soit par mon club, l'arbitrage ou ce que vous voulez, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, je suis toujours disponible. Et puis, comme tu as dit, je pense qu'on a pas mal de sujets sur lesquels on peut échanger parce que, bon, j'ai pas trop parlé de ma vie, de mon expérience, mais au-delà de l'arbitrage, j'ai fait plein de choses, j'ai plein de casquettes différentes en tant que compétiteur, coach, Ouais, ouais. entrepreneur, tout ce que tu veux. Donc, il y a plein de différents sujets sur lesquels on pourrait échanger. Moi, il y a un sujet que j'aimerais développer un jour, c'est sur la pédagogie d'enseignement. Donc, si jamais il y en a qui veulent débattre là-dessus, on pourrait même Ah, faire. on pourra faire une autre vidéo. Ouais, là-dessus, ça peut être intéressant, surtout que bon, bah, t'es allé quand même dans un des clubs où, comme tu l'as dit, qui sont vraiment en avance sur les autres. Et puis, bon, t'as pas fait que ce club-là, t'as vu d'autres choses aussi, donc je pense que ça pourrait être intéressant. Puis, bah, moi, pareil, j'ai quand même pas mal. Alors souvent les gens, bon, on fait vite fait une petite aparté, mais souvent les gens me disent ah mais la lutte à livrer c'est la même chose que le JJB ou enfin bon c'est toujours ce petit débat un petit peu JJB lutte à livrer machin. Mais la plupart des gens ils sont jamais allés dans des clubs de lutte à livrer ou ils ont pas. Enfin voilà, moi je m'intéresse vraiment à tout. J'aime malgré ce que les gens pouvaient dire avant, j'ai toujours aimé le JJB. J'aime à regarder le JJB. C'est juste que j'ai arrêté pour des raisons qu'à l'époque le niveau, comme moi j'ai commencé, j'avais 12 ans, ça venait tout juste d'arriver, le niveau en France, il était malheureux. Enfin voilà, les gens ils faisaient ce qu'ils pouvaient, donc, mais le niveau d'enseignement était vraiment faible. Mais c'est normal, ça venait tout juste d'arriver. Et quand j'ai connu Flavio Peroba, qui s'entraînait déjà depuis, je sais pas, 8 ans, lutte à livrer au Brésil avec les mecs et qui arrivait, il montrait. Chaque course était différent, je me suis dit, ah, c'est ça que je veux faire, quoi. Enfin, c'est avec lui que je veux apprendre, mais c'est pour ça que j'ai arrêté petit à petit le jiu-jitsu. Donc, mais j'aime beaucoup regarder le JB, encore plus aujourd'hui, là, je trouve qu'il y a vraiment un renouveau et c'est vraiment sympa, euh, ce JB d'aujourd'hui. Donc, ouais, pourquoi pas débattre un peu de tout ça et de parler un peu de ce que moi aussi j'ai vu, bah, que ce soit chez Danaher ou d'autres clubs. Et puis toi aussi, peut-être ce que tu as vu plutôt, on va dire, dans la culture JJB, ce qui se fait, quoi. Ça pourrait être intéressant. Donc, n'hésitez pas, pareil, mettez dans les commentaires si c'est un sujet qui peut vous intéresser. Et puis, bah, on va se laisser là. Il est dimanche matin pour moi et toi dimanche début d'après-midi. Donc, on va profiter un peu de la famille. Merci Vincent. Merci à toi, Nico. Et Et puis, puis, bah, j'espère à bientôt pour une autre édition. vas-y, avec grand plaisir. Merci à tous. Ossa! Os.